Ici, aucun récit n'est simple divertissement. Chaque histoire renferme quelque chose à retenir. Aujourd'hui, direction Morelia, au Mexique, une cité d'églises baroques et de rues pavées qui semble tout droit sortie d'une carte postale, mais qui recèle des histoires aussi lourdes que les pierres sur lesquelles elles reposent. Nous allons suivre Rogerio Montes Ledesma, 52 ans, mécanicien, père dévoué, un homme qui a passé 7 longues années à croire que prendre soin suffisait. Ce que Béatrice ignorait, c'est que tout mensonge bâti sur un amour véritable possède un point faible. Et ce point faible surgit précisément là où elle s'y attendait le moins. Ne partez pas, car ce qui suit mérite chaque minute de votre attention. Mais avant de commencer, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire depuis quelle ville vous nous regardez, parce qu'on adore savoir jusqu'où nos leçons parviennent. Alors, c'est parti. Rogerio Montes Ledesma ouvrait les yeux à 5 heures du matin chaque jour, non par discipline, non par envie. Il se réveillait parce que son corps avait appris, en 7 ans de routine absolue, qu'à 5 heures du matin, quelqu'un avait besoin de lui, et que ce quelqu'un ne pouvait pas attendre. La maison se trouvait dans le quartier de Capula, en périphérie de Morelia. Une bâtisse de plain-pied, aux murs peints en jaune ocre, ce jaune que le soleil matinal transforme en doré, et que la lumière du crépuscule fait virer à l'oranger brûlé. Rogerio avait rénové chaque centimètre de cette maison en pensant à Diego. Des rampes là où il y avait des marches, des barres d'appui dans la salle de bain, des portes élargies pour laisser passer le fauteuil roulant sans accroc. Chaque travail réalisé avec l'économie de celui qui vendait ce qu'il possédait petit à petit pour financer ce qui était nécessaire. Un élément de contexte important ici. Morelia compte parmi les plus anciennes villes du Mexique, fondée en 1541, et figure au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les rues du centre historique sont pavées de basalte, magnifiques à contempler, épouvantables pour pousser un fauteuil roulant. Rogerio connaissait chaque trou, chaque pavé descellé, chaque inclinaison de ses chaussées, comme un pianiste connaît les touches de son instrument. 7 ans d'entraînement. Il préparait le café, triait les médicaments, disposait le plateau du petit déjeuner. 7 comprimés, tous à des horaires différents, tous décrits comme essentiels. Il les classait par couleur et par taille, à la manière de quelqu'un qui range des pièces de moteur, chacune à sa place, dans le bon ordre, sans remettre en question le manuel. Diego, fils, c'est l'heure. La chambre de Diego avait cette énergie particulière des chambres de ceux qui y ont passé trop de temps sans l'avoir choisi. Des livres empilés à perte de vue, un vieil ordinateur sur le bureau, un poster de moteurs classiques au mur. Héritage de l'époque où son père tenait encore l'atelier et où Diego grandissait entre engrenages et odeur de graisse, promettant à quiconque voulait l'entendre qu'un jour il travaillerait aux côtés de son père. Ce jour n'était jamais venu. Diego avait 23 ans. Il était tombé à l'école secondaire Félix Ireta à l'âge de 16 ans. Une chute pendant un cours d'éducation physique qui, selon tous les médecins consultés par Rogerio au fil des années, avait provoqué une lésion médulaire irréversible. Paralysie des membres inférieurs. Diagnostic posé. Avenir réécrit un jeudi après-midi, comme si quelqu'un avait arraché des pages au milieu du livre. Rogerio passa sa main sur l'épaule de son fils et l'aida à s'asseoir. Diego avait 23 ans, mais son corps semblait ne pas avoir suivi l'âge. 7 ans dans un fauteuil, sans la musculature que le mouvement construit, avait laissé en lui une fragilité que Rogerio avait appris à accepter comme faisant partie de la condition. Il l'avait acceptée, mais ne s'y était jamais fait. « Nouveau médecin aujourd'hui » annonça Rogerio en posant le plateau sur la table de chevet. « Le docteur Mendes. »« Je sais. » La voix de Diego sortait avec cette monotonie de celui qui a vu tant de médecins que l'acte de consulter a perdu toute saveur d'espoir. C'était du protocole. Un médecin de plus, un mardi de plus. Béatrice franchit la porte de la chambre, sac déjà sur l'épaule, ses talons claquant sur le sol froid de la maison. On était en décembre à Morelia, 10, 12 degrés au petit matin. Ce type de froid sec qui ne fait pas les gros titres, mais qui s'infiltre par les fenêtres et s'installe. Elle travaillait comme administratrice dans une entreprise d'exportation d'avocats, l'un des secteurs ayant le plus prospéré dans l'État de Michoacán ces dernières années, et partait tôt presque tous les jours. Rogerio avait depuis longtemps cessé de calculer ses horaires. Pour ceux qui ne le savent pas,
Michoacán est le plus grand producteur d'avocats au monde. Le Mexique exporte plus d'1 milliard de kilos d'avocats par an et une grande partie transite par Morelia. C'est un marché qui génère des fortunes. Des gens ordinaires devenant associés d'entreprises exportatrices, de l'argent affluent sur des comptes dont des maris absorbés par d'autres préoccupations ignorent même l'existence. « Vous n'avez pas besoin que je vienne ?» demanda Béatrice depuis le seuil, un pied déjà dehors. « Tu peux y aller, on se débrouille. » Elle s'approcha, caressa le visage de Diego avec une tendresse qui paraissait sincère, parce que depuis 7 ans, elle paraissait sincère. « Mon cœur, n'oublie pas de boire de l'eau avant de sortir. » Elle déposa un baiser sur son front. Puis, sans changer de ton, doux, maternel, presque comme s'il faisait partie du même baiser. « Fais ce que ton père te dit, obéis au médecin. Tiens-moi au courant. » Rogerio remarqua quelque chose. L'attention n'était pas dans sa voix quand elle s'adressait à lui. L'attention était apparue fugacement, presque imperceptible quand elle avait regardé son fils. Ses épaules s'étaient soulevées d'un demi-centimètre. Sa mâchoire s'était un peu plus serrée. Quand on vit avec quelqu'un depuis 25 ans, on apprend à lire ce que cette personne ne dit pas. Rogerio avait lu, mais ne savait pas encore ce qu'il lisait. Diego baissa les yeux quand sa mère sortit. Ce geste en dit plus que n'importe quel mot. La routine d'hygiène prenait 40 minutes. Rogerio avait développé sa propre technique au fil des ans, une séquence de gestes qui respectait le corps de son fils sans le mettre mal à l'aise, sans transformer la nécessité en humiliation. Ils discutaient pendant le processus, du programme qu'ils avaient regardé la veille au soir, de la météo, de l'équipe de football qui continuait de décevoir malgré les promesses de la direction. La conversation était le moyen que Rogerio avait trouvé pour rendre ce moment normal, car la normalité était le seul cadeau qu'il pouvait offrir à son fils chaque jour. L'hygiène terminée, Diego fut installé dans le fauteuil roulant, et les deux partirent en direction du cabinet du docteur Esteban Méndez Galicia, traumatologue. La docteure Fuentes, qui avait suivi Diego depuis l'accident, avait pris sa retraite 3 mois plus tôt. Ce serait la première consultation avec le nouveau médecin. Le trajet jusqu'au cabinet prenait 20 minutes en voiture. Morelia a une circulation que les habitants de la ville jurent légère, mais que les visiteurs trouvent raisonnablement chaotique. Rogerio connaissait chaque raccourci. Diego regardait par la fenêtre avec une expression que Rogerio ne savait pas nommer précisément. Ce n'était ni de la tristesse ni de l'espoir. C'était quelque chose entre les deux, comme celui qui contemple un paysage connu par cœur mais dont il ne s'est pas encore lassé. « Papa, dis-moi. » Diego resta un moment à fixer ses propres mains. Quand il parla, les mots sortirent lentement, comme ceux de quelqu'un qui lâche ce qu'il retenait avec effort. « Tu penses qu'il y a une chance que j'aille mieux ?» La question tomba dans la voiture comme une pierre dans un puits. Rogerio en sentit le poids descendre. Dans les premières années suivant l'accident, cette question revenait presque chaque semaine. Elle était le carburant qui alimentait l'espoir de tous les deux. Avec le temps et la répétition de diagnostics qui fermèrent des portes au lieu d'en ouvrir, Diego avait cessé de demander, avait cessé d'espérer, et Rogerio avait appris à ne pas aborder le sujet pour ne pas blesser ce qui restait. Maintenant la question revenait, chargée du poids de tout ce qui avait été tu. « On ne sait pas encore, fils. » La voix sortit basse. « On ne sait pas encore ?» Ils arrivèrent au cabinet avec 10 minutes d'avance. La secrétaire les fit patienter seulement quelques minutes avant de les appeler. Le docteur Esteban Méndez Galicia était un homme d'une 50aine d'années, cheveux grisonnants coupés courts, lunettes à monture épaisse. Le genre de médecin qui semble être né en blouse blanche. L'expression était sérieuse mais pas froide. Il y avait quelque chose dans ce visage que Rogerio, en mécanicien qu'il était, aurait qualifié de calibré. Précis, sans jeu inutile, sans tension excessive. « Bonjour, monsieur Montes. » Diego. Il serra la main des deux et alla droit au dossier médical. « Je vais revoir l'historique complet avant toute chose. Lisez entre les lignes. Un médecin qui lit avant de parler, c'est rare. Un médecin qui lit le dossier d'un patient, suivi par un autre praticien, sans arriver avec le diagnostic déjà sur le bout de la langue, c'est encore plus rare. » Rogerio ne savait pas encore que cette caractéristique précise du docteur Méndez allait changer la vie de son fils.
Le médecin posa des questions. Beaucoup. Le genre de questions que la docteure Fuentes avait cessé de poser après la première année, quand le diagnostic s'était consolidé et que la routine avait remplacé l'investigation. Mendes interrogea sur le quotidien de Diego, sur les thérapies qu'il avait suivies, sur la qualité de son sommeil, sur d'éventuelles sensations de chaud ou de froid dans les jambes, sur des douleurs localisées. Rogerio répondait avec la précision de 7 ans de vie commune. Il connaissait le corps de son fils mieux que n'importe quel dossier médical n'aurait pu le documenter. « Pourriez-vous m'aider à installer Diego sur la table d'examen » demanda le docteur Mendes. À eux deux, ils installèrent Diego sur la table. Le médecin entama l'examen avec une méthodologie que Rogerio n'avait jamais vue. Pas plus soigneuse que les autres, mais différente dans la séquence, dans les points qu'il choisissait de tester, dans la façon dont il observait la réaction avant de noter quoi que ce soit. Rogerio était habitué à voir des médecins examiner son fils. Il avait appris à lire leurs réactions. Le hochement de tête de celui qui confirme ce qu'il attendait. Le froncement de sourcils de celui qui trouve quelque chose d'anormal. L'expression du docteur Mendes pendant l'examen était celle d'une concentration fermée. Pas de confirmation, un étonnement contenu. « Monsieur Montes » dit le médecin sans lever les yeux de la table. « Pourriez-vous patienter en salle d'attente quelques minutes ? J'aimerais discuter avec Diego de certaines sensations qu'il pourrait éprouver. » Les jeunes se sentent parfois plus à l'aise sans la présence des parents. Rogerio trouva cela étrange. Diego n'avait jamais demandé à rester seul avec un médecin. Il n'avait jamais montré le moindre malaise face à la présence de son père lors des consultations. Mais la demande sonnait professionnelle, pas suspecte, et Rogerio acquiesça. Dans la salle d'attente, il resta à fixer un tableau générique accroché au mur, le genre de peinture que les cabinets achètent pour combler les silences, et tenta d'ordonner ses pensées. La question de Diego dans la voiture résonnait encore. « Tu penses qu'il y a une chance que j'aille mieux ?» Rogerio avait répondu par la foi parce qu'il n'avait pas d'autre réponse. Mais la foi, il le savait, ne fait pas avancer les fauteuils roulants. 20 minutes plus tard, le docteur Mendes ouvrit la porte et le rappela. Diego était de nouveau dans son fauteuil, le regard rivé au sol. Son expression avait changé par rapport au moment où Rogerio était sorti. Il y avait quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier immédiatement. Ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose qui semblait vouloir sortir, mais qu'on retenait. « Monsieur Montes » commença le médecin sur le même ton professionnel qu'auparavant. « Je souhaiterais prescrire de nouveaux examens, plus spécifiques. Les plus récents datent de 3 mois, et il y a certaines informations que je veux vérifier personnellement. Pouvons-nous prendre rendez-vous cette semaine ? » Bien sûr, tout ce qu'il faut. Le docteur Mendes nota quelque chose sur l'ordonnance, retourna le bloc et poursuivit. « Je voudrais également ajuster la médication. Les doses de relaxants musculaires et dentalgiques sont assez élevées pour le profil de Diego. Je souhaite les réduire progressivement afin d'évaluer la réponse réelle. » Rogerio sentit son estomac se nouer. Ces médicaments faisaient partie de leur vie depuis 7 ans. Les retirer, c'était comme abattre un mur dans une maison. On ne sait jamais ce qu'il soutenait tant qu'il n'est pas tombé. La docteure Fuentes a toujours dit qu'ils étaient nécessaires, dit-il avec précaution. Le docteur Mendes retira ses lunettes et le regarda droit dans les yeux. La docteure Fuentes n'était pas spécialiste en traumatisme médulaire. Il le dit sans cruauté mais sans recul. Et certaines de ses ordonnances, monsieur Montes, il feuilleta le dossier et pointa certaines pages. Ne sont pas signées par elle. Elles portent la signature d'un autre médecin qui semble avoir pris le relais pendant ses absences. Rogerio regarda les pages. Les noms étaient différents. Il n'y avait jamais prêté attention. Pourquoi l'aurait-il fait ? C'était un médecin, c'était une ordonnance, c'était pour le bien de son fils. C'est ce que tout le monde avait dit. Ce détail a son importance. Quand on fait aveuglément confiance à ceux qui sont censés protéger, on cesse de vérifier ce qui est signé. Et c'est précisément dans cette pause de l'attention que certaines portes s'ouvrent. Le docteur Mendes demanda que Diego accompagne l'infirmière pour une prise de sang. Quand le fils sortit, le médecin ferma la porte du cabinet et son expression changea. Pas de façon spectaculaire, mais suffisamment pour que Rogerio comprenne que ce qui allait suivre n'était pas du protocole.
Le médecin se dirigea vers l'armoire, en sortit une enveloppe et la posa sur le bureau. Voici les résultats des examens les plus récents de Diego. Regardez cette IRM et comparez-la avec celle de l'an dernier. Rogerio regarda. Il n'était pas médecin. Les images d'IRM étaient faites pour lui des tâches sans contexte. Mais le docteur Mendes pointa, compara, expliqua avec la patience de celui qui sait qu'il remet une bombe entre les mains de quelqu'un et veut que cette personne comprenne ce qu'elle tient avant de lâcher. Les images ne correspondèrent pas. La progression n'était pas naturelle. La lésion que le diagnostic décrivait comme irréversible n'évoluait pas de la manière dont une lésion irréversible évolue au bout de 7 ans. Quelque chose ne collait pas, et ce quelque chose, entre les mains d'un spécialiste au regard exercé, était bien trop important pour être ignoré. Et les médicaments ? Poursuivit le docteur Mendes à voix basse, en regardant vers la porte. À ces doses, administrées pendant des années, ils provoquent une faiblesse musculaire progressive, une somnolence constante, une atrophie par désusage. Rogerio le fixait. Mais la docteure Fuentes a dit qu'ils étaient nécessaires contre les spasmes. Ils ont pu l'être au début. Le médecin ne détourna pas le regard. Le problème, c'est ce qui arrive quand quelqu'un décide qu'ils doivent continuer indéfiniment. Une pause. Monsieur montait à ces doses, maintenues sur des années, s'est composé pour être garder quelqu'un dans un fauteuil roulant, même si cette personne avait physiquement la capacité de se lever. La pièce sombra dans le silence. Rogerio entendait la climatisation. Il entendait le bruit étouffé de la rue, au dehors. Il entendait son propre cœur, qui semblait soudain battre au ralenti. « Qu'est-ce que vous essayez de me dire ?» Le docteur Mendes posa la main sur l'épaule de Rogerio. Le geste était calculé. Pas de réconfort, de préparation, comme celui qui retient quelqu'un avant un impact. Je ne veux pas vous alarmer avant d'avoir une certitude absolue. C'est pourquoi j'ai besoin des nouveaux examens. Mais ce que j'ai trouvé aujourd'hui, ajouté à l'historique et à ce que Diego m'a confié quand nous étions seuls, il regarda Rogerio droit dans les yeux, est suffisant pour que je vous demande quelque chose qui va sembler extrême. Une pause. Non. Rentrez chez vous aujourd'hui et appelez la police. Soit dit entre nous. Si un médecin que vous venez de rencontrer prononce une telle phrase, la réaction naturelle est de le croire fou. Rogerio ressentit exactement cela pendant environ 3 secondes. Puis il ressentit autre chose. Il sentit que cet homme, cet inconnu en blouse blanche qui avait lu un dossier médical avec l'attention d'un archéologue, avait vu quelque chose que 7 ans d'amour inconditionnel avaient empêché Rogerio de voir. « Ma femme », dit Rogerio. Pas comme une question, comme un mot qui tombe quand on en comprend le poids. Le docteur Mendes ne répondit pas immédiatement. Quand j'ai mentionné la possibilité d'amélioration, l'attention qu'elle a manifestée était disproportionnée. Et d'après ce que Diego m'a raconté, il y a des médicaments qu'il prend uniquement en votre absence. La porte s'ouvrit. Diego revint avec l'infirmière, le bras portant le pansement de la prise de sang. La conversation se referma, comme si elle n'avait jamais existé. Le docteur Mendes retrouva son ton clinique, parla de date pour les nouveaux examens, remercia pour la visite, accompagna les deux jusqu'à la porte avec la même cordialité professionnelle du début. Seulement voilà, l'enveloppe était dans la poche de Rogerio. La phrase était dans la tête de Rogerio, et aucune des deux n'allait en sortir de sitôt. Sur le parking, tandis qu'il installait Diego dans la voiture, Rogerio se rendit compte que ses mains effectuaient les bons gestes. Ceinture, fauteuil roulant plié, portière fermée, tandis que sa tête était complètement ailleurs. Le pilote automatique de 7 ans fonctionnait pendant que le cerveau tentait d'encaisser le choc. Diego regardait devant lui. « Qu'est-ce que le docteur a dit quand je suis sorti, papa ?» Rogerio monta en voiture, mit la clé dans le contact et resta immobile une seconde avant de répondre. Il a dit qu'il allait demander de nouveaux examens, ajuster la médication. Mensonge. Le premier mensonge délibéré qu'il adressait à son fils en 7 ans. Diego le perçut lentement, mais n'insista pas. Et dans ce silence acceptable, Rogerio prit la première décision qui lui appartenait entièrement. Ils ne rentrèrent pas à la maison. Pas maintenant. Pas sans comprendre ce qui se passait. « Tu sais à quoi je pensais, Diego ?» Il démarra doucement.
Ça fait combien de temps qu'on n'est pas allé chez Don Chui? Diego tourna la tête. L'expression fut de surprise authentique. Le genre de surprise qui apparaît chez quelqu'un qui n'attendait rien de bon et reçoit exactement cela. Celui des tacos, rue Madero? Celui-là même. Maman dit que la nourriture de rue peut interférer avec mes médicaments. Rogerio sentit cette phrase se poser sur lui avec le poids d'une pierre sur la poitrine. Aujourd'hui, aucun médicament n'interdit les tacos. Tout ira bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, la taqueria de rue au Mexique n'est pas l'équivalent du chariot de hot-dog au Brésil. C'est une institution. Un homme devant une immense plaque chauffante, des décennies d'expérience dans les mains, qui prépare le même taco que faisait son père et que fera son fils. C'est le genre de nourriture qui ne peut pas être mauvaise, parce qu'elle ne peut pas être simulée. Don Chui était exactement cela. La soixantaine bien sonnée, un tablier taché d'histoire, et la réputation que dans la file devant son chariot se mêlent ouvriers et politiciens, tous avec la même faim. Diego mangea 3 tacos. Rogerio observait son fils, qui n'avait pas souri de cette façon depuis longtemps. Le sourire de quelqu'un qui a vraiment faim, qui mâche pour de vrai, qui est présent dans ce qu'il mange, au lieu d'ingérer quelque chose par obligation horaire. Maman dit que la nourriture de rue peut faire du mal. Combien d'autres choses Béatrice avait-elle déclarées nocives alors qu'elles devaient être évitées pour d'autres raisons? Combien d'autres interdictions, restrictions, horaires, routines avaient été construites non pour protéger Diego, mais pour le contrôler? Rogerio but le café que Don Chui avait posé devant lui et n'en sentit pas le goût. Après les tacos, il dit à son fils qu'il passerait chez l'oncle Martim, sans prévenir. Diego parut enthousiaste, mais la réserve entraînée suivit aussitôt. « Maman va être en colère. Je m'occupe de maman. Toi, profite de la visite. Observez bien. » Rogerio ne fuyait pas. Il gagnait du temps. Et il y a une différence énorme entre les deux. Celui qui fuit n'a pas de plan. Celui qui gagne du temps en construit un. Martim Montes vivait dans les environs de Morelia, dans une maison avec un grand jardin et cette atmosphère de foyer qui ne s'achète pas mais se construit, avec des années de repas partagés, de disputes résolues à la même table où elles ont éclaté, de souvenirs accumulés dans les murs. Il avait 2 ans de moins que Rogerio, mais avait vieilli différemment. Plus tranquille, plus fourni en cheveux, avec cette sérénité de celui qui n'a pas vendu tout ce qu'il possédait pour financer un diagnostic et qui, par conséquent, a encore de quoi vendre. Et notez que j'essaie de rester neutre. Martim avait tenté de parler à Rogerio au sujet de Béatrice, 3 fois au cours des 2 dernières années. Les 3 fois, Rogerio avait esquivé. Non parce qu'il n'avait pas entendu, mais parce qu'il ne voulait pas entendre. Il y a une différence entre ne pas savoir et ne pas vouloir savoir, et les deux produisent le même résultat. Quelle surprise! Martim ouvrit le portail et serra son frère dans ses bras avec la force de celui qui perçoit immédiatement que quelque chose ne va pas et décide que l'étreinte passe en premier. Les questions viennent après. Puis il se pencha vers Diego. « Et ce bonhomme, ça fait combien de temps, neveu ?» Diego sourit de cette façon que Rogerio avait remarqué au chariot de Don Chui. De la présence, une joie qui n'avait besoin d'aucune permission. Lucia, la femme de Martim, institutrice dotée de cette capacité particulière de lire les humeurs sans rien demander, emmena Diego à la cuisine avec la promesse d'une part de gâteau tout juste sortie du four. Diego suivit sans hésiter, encore une chose que Béatrice avait interdite depuis des années, sous prétexte que l'excès de sucre interagissait avec les médicaments. Quand ils se retrouvèrent seuls dans le bureau, Rogerio posa l'enveloppe sur la table et raconta tout du début à la fin, sans raccourci, sans édulcorer. Martim écouta avec le silence de celui qui traite l'information, pas de celui qui attend son tour pour parler. Et quand Rogerio eut terminé, son frère resta un moment à regarder les images de l'IRM sans rien dire. Rogerio. La voix de Martim sortit basse. « Il faut que je te dise quelque chose. Il existe un type de silence bien particulier qui précède une révélation. Non le silence de celui qui ne sait pas quoi dire. Celui de quelqu'un qui sait trop et choisit comment le formuler. Martim avait ce silence-là. Il y a quelques mois, j'ai vu Béatrice avec Javier dans un restaurant à Pátzcuaro. Il marqua une pause. Elle ne dînait pas avec un frère,
Elle dînait avec un homme. Rogerio resta figé. J'ai voulu te le dire à l'époque, mais je me suis dit, et si j'avais mal interprété? Et si je me mêlais de ce qui ne me regarde pas? Martim regarda son frère. Maintenant, je regrette d'avoir pensé ça. Pátzcuaro se trouve à 56 km de Morelia, une distance suffisante pour être loin, trop proche pour être une coïncidence. Celui qui va à Pátzcuaro pour affaires depuis Morelia prend l'autoroute et rentre le jour même. Celui qui va dîner à Pátzcuaro avec quelqu'un qu'il ne devrait pas fréquenter choisit exactement cette distance. Assez loin pour ne pas croiser de connaissances, assez près pour ne pas avoir besoin d'une excuse élaborée. Martim se leva, alla jusqu'au tiroir du bureau et en sortit une carte. Manuel Correa, détective privé. Nous avons travaillé ensemble sur des affaires d'assurance. Il plaça la carte dans la main de son frère. Il est discret, il est compétent. Et avant d'aller à la police avec des soupçons de médecin et un instinct de mari trompé, tu as besoin de preuves. Rogerio regarda la carte. Il y avait quelque chose de presque absurde dans cet instant. Lui, qui avait passé sa vie à réparer des moteurs, qui comprenait les pièces, les assemblages et la logique interne des machines, assis dans un bureau tenant la carte d'un détective. Parce que le moteur de sa propre famille avait cassé d'une façon qu'il n'avait pas su diagnostiquer. Et Diego, pendant ce temps, reste ici. Lucia l'adore, et tu inventes ce qu'il faut pour Béatrice. Rogerio regarda par la fenêtre en direction de la cuisine, d'où parvenait le son de Diego en train de rire de quelque chose que Lucia avait dit. Ce n'était pas le rire contenu de la maison. C'était un rire large, venu du ventre. Le genre de rire qui emplit l'espace au lieu de s'y faufiler. Quand était la dernière fois que Rogerio avait entendu ce rire? Il ne s'en souvenait pas. Cette question, plus que n'importe quelle image d'IRM, plus que n'importe quel soupçon médical, fut ce qui poussa Rogerio à plier la carte de Manuel Correa dans sa poche et à prendre la deuxième décision de la journée. Il ne rentrerait pas chez lui sans connaître la vérité. Ce soir-là, après avoir installé Diego dans la chambre d'amis, Rogerio resta assis sous le porche, le téléphone à la main et 3 appels manqués de Béatrice sur l'écran. Pour ceux qui ne le savent pas, au Mexique, il existe ce qu'on appelle un seguro de invalidé, lié à l'établissement scolaire lorsqu'un élève subit un accident dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement. L'école et son assureur sont responsables de l'indemnisation. Dans le cas de Diego, l'école secondaire Félix Ireta avait versé une indemnisation d'un montant raisonnable juste après l'accident. Rogerio avait signé les papiers en plein chaos. Le fils en soins intensifs, la vie en suspens, Béatrice à ses côtés, disant qu'elle s'occupait de la paperasse. Il l'avait laissé tout gérer. Pour les Brésiliens, cela serait comparable à ce qu'on appelle le DPVAT, une assurance obligatoire couvrant les accidents. La différence est qu'au Mexique, selon la police, le bénéfice peut être mensuel tant que dure l'incapacité, chaque mois. Pendant des années. Rogerio contemplait cette pensée comme on regarde une pièce de moteur qu'on a toujours cru bien placée et dont on réalise soudain qu'elle est montée à l'envers. Il répondit quand Béatrice appela pour la 4e fois. « Rogerio, où êtes-vous ? J'ai appelé 3 fois. On est chez Martim. Après la consultation, j'ai décidé de passer lui rendre visite. » Un silence. Puis, sans me prévenir, c'était spontané. Diego va bien. Il va rester ici cette nuit. C'est trop tard pour reprendre la route. Il a besoin de ses médicaments à heure fixe, Rogerio. La voix avait une urgence spécifique, pas celle d'une mère inquiète, celle de quelqu'un dont le protocole venait d'être interrompu. « Tu as tout emporté ? » ?»« Oui. » Pause. Le nouveau docteur a d'ailleurs suggéré de réduire certaines doses. Il a dit qu'elle pourrait causer une faiblesse inutile. Silence plus long cette fois. Ce docteur ne connaît pas le cas de Diego. La voix avait changé de ton, d'urgente à contrôler, comme quelqu'un qui vient de se souvenir qu'on l'écoute. La docteure Fuentes a établi ce traitement pour de bonnes raisons. C'est possible, mais je vais écouter ce qu'il a à dire. Pause. Béatrice, comment s'est passé ton après-midi ? Normal. Le travail. Pourquoi ? Question. Curiosité. Autre silence. Passe-moi Diego. Il dort déjà. Réveille-le. Je veux parler à mon fils. Je ne vais pas réveiller un garçon qui vient de s'endormir après une journée d'examen parce que tu veux entendre sa voix à 10 heures du soir.
Le silence qui suivit fut différent de tous les autres. Rogerio avait raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. En 25 ans de mariage, il n'avait jamais fait cela. Il resta sous le porche encore un moment, le téléphone retourné dans la paume, contemplant le ciel de Morelia qui était dégagé et constellé d'étoiles. Le Michoacán offre des nuits comme celle-ci, limpides, hautes, du genre qui donne à la personne le sentiment d'être toute petite ou très libre, selon ce qu'elle porte en elle. Rogerio portait 7 ans. Le lendemain matin, arriva avec cette clarté froide de l'hiver à Morelia. En décembre, la ville s'éveille avec des températures oscillant entre 10 et 15 degrés. Rien pour quelqu'un du sud du Chili, beaucoup pour qui est habitué à la chaleur du Michoacán en été. Rogerio avait peu dormi, mais il avait dormi. Quand il entra dans la chambre d'amis pour réveiller Diego, il trouva son fils déjà éveillé, assis sur le lit, fixant ses propres pieds. « Bonjour, fils. » Diego leva les yeux, et il y avait quelque chose de différent dans son regard. Pas le poids habituel de celui qui se réveille pour un jour de plus identique au précédent. Il y avait quelque chose que Rogerio mit une seconde à identifier. De la curiosité. « Ma colonne ne me fait pas mal ce matin », dit Diego. La phrase sortit avec précaution, comme celle de quelqu'un qui teste le sol avant d'y poser le pied. « Presque toujours. Ça fait mal quand je me réveille. Depuis très longtemps. » Rogerio s'assit au bord du lit. « Et aujourd'hui ?»« Aujourd'hui, non. » Diego regarda ses pieds à nouveau. « Papa, parfois je sens des choses dans mes jambes, comme des fourmillements. Maman dit toujours que c'est le cerveau qui se trompe, que la colonne envoie de faux signaux. » Une pause. « Mais ça semble tellement réel. Gravez cet instant, car c'est ici que l'histoire bascule véritablement. Pas dans la phrase du médecin au cabinet, pas dans les photographies que le détective va trouver. C'est ici, dans une chambre simple chez l'oncle Martim, un jeune homme de 23 ans qui, pendant 7 ans, a appris à ne pas faire confiance à ses propres sensations, parce que sa mère lui a dit qu'elles étaient fausses. Combien de personnes connaissez-vous qui ont cessé de faire confiance à leur propre corps parce que quelqu'un à côté leur a dit que ce qu'ils ressentaient n'était pas réel ? Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé avant ? Rogerio posa la question d'une voix qui faisait l'effort conscient de rester calme. Diego baissa la tête. « Maman a dit de ne pas t'inquiéter, que tu en avais déjà assez à t'occuper de moi. » Rogerio resta silencieux un moment, puis il aida son fils à se préparer pour la journée sans rien ajouter sur le sujet. Non parce qu'il n'y avait plus rien à dire, mais parce qu'il y avait trop de choses. Et ce n'était pas le moment d'ouvrir cette boîte sans avoir de quoi mettre à la place. Manuel Correa arriva à midi. C'était un homme d'environ 45 ans, épaules larges, cheveux entre le noir et le gris, ce genre de visage qui ne laisse rien transparaître de ce qu'il pense. Lucia lui offrit un café quand il entra. Il accepta, but une gorgée, posa la tasse et ne la regarda plus jamais. Le café resta intact sur la table pendant 2 heures, tandis que Manuel démontait la vie de Béatrice dans son carnet, témoin silencieux de la réunion la plus importante de cette maison. Quand Rogerio lui eut tout raconté, l'accident de Diego, les 7 années de traitement, les soupçons du docteur Mendes, les vitamines spéciales que Diego prenait uniquement en l'absence de son père, Manuel écouta sans interrompre, avec cette attention particulière de celui qui dessine une carte en écoutant. « Avant toute chose, » dit Manuel en fermant son carnet, « je dois comprendre le mobile. Quel serait son intérêt à maintenir son fils dans cet état ? » La question frappa Rogerio comme de l'eau glacée. Pourquoi ? Il y avait réfléchi toute la nuit sans parvenir à trouver la réponse. Béatrice n'était pas une femme froide. Elle avait aimé Diego, ou en avait donné l'apparence. Elle avait pleuré quand le diagnostic était tombé. Elle était restée aux côtés de Rogerio pendant les nuits blanches à l'hôpital, ou en avait donné l'apparence. Rogerio posa les coudes sur la table. « J'ai vendu l'atelier à Javier, son frère. 1 200 000 pesos. » Manuel leva les yeux de son carnet. « Quand ? 8 mois après l'accident. Elle m'a dit que je me surchargeais, qu'il était temps de simplifier. » « Il valait combien en réalité ? » ?»« Au moins le double, » intervint Martim de l'autre côté de la table. Manuel ne répondit pas tout de suite. Il écrivit quelque chose dans son carnet. Ensuite, il y avait davantage.
Rogerio raconta ce que Martim lui avait dit au sujet de Pátzcuaro. Manuel ne changea pas d'expression, mais écrivit avec une pression différente. Le genre de pression de quelqu'un qui souligne mentalement. 3 fronts, résuma-t-il. Financier, médical, sentimental. Il ferma le carnet. Aussi simplement que cela. Concentrez-vous. Manuel n'a pas dit « Nous allons prouver que votre femme est coupable ». Il a dit « Nous allons comprendre ce qui s'est passé ». Il y a une différence qui semble minime, mais qui est colossale. Celui qui part de la culpabilité comme point de départ force les faits à s'insérer dans la conclusion. Celui qui part de l'investigation laisse les faits arriver là où ils arrivent. « Et Diego, pendant ce temps ?» demanda Rogerio. « Reste ici. Lucia l'adore, et tu inventes ce qu'il faut pour Béatrice. »« Et moi, je rentre ?» Rogerio regarda le détective. « Si vous disparaissez avec votre fils trop longtemps, Béatrice va paniquer et détruire les preuves avant que vous n'ayez quoi que ce soit de concret. Vous devez rentrer en agissant comme si rien n'avait changé. Comme si la consultation avec le docteur Mendes avait été de la routine. Comme si vous ne saviez rien. » Manuel referma son carnet. « Vous en êtes capable ?» Rogerio pensa au mécanicien qu'il avait été. Dans un moteur, quand une pièce défaille, on ne s'arrête pas d'un coup. On isole le problème. On observe le comportement. On identifie le schéma. C'est seulement ensuite qu'on agit. Oui. Quand Manuel fut parti, Rogerio se rendit dans la chambre d'amis. Diego lisait un livre que Lucia avait laissé pour lui. Quelque chose sur l'histoire du Mexique colonial, qui semblait être tombé entre les bonnes mains, car le garçon était absorbé d'une manière que Rogerio avait rarement vue. Diego. Il s'assit sur la chaise à côté du lit. Le docteur Mendes veut de nouveaux examens. Tu restes ici quelques jours. Diego posa le livre. Maman va vouloir que je rentre. Je m'occupe de maman. Tu n'arrêtes pas de dire ça. Un long silence, puis plus bas. Qu'est-ce qui se passe vraiment, papa ? Rogerio regarda son fils. 23 ans, des yeux qui n'étaient plus ceux d'un enfant, qui avait mûri, non par les expériences que la vie offre normalement, mais par ce type de maturité qui naît de rester immobile pendant que le temps passe. Je ne sais pas encore tout. Il fut honnête sur ce point. Mais quand je saurai, tu seras le premier informé. Diego l'observa un moment, puis acquiesça. Il reprit son livre. Rogerio resta à regarder son fils lire et pensa que 7 ans de fauteuil roulant avaient produit quelque chose d'inattendu chez Diego. Ils avaient construit en lui une patience que la plupart des jeunes de 23 ans ne possèdent pas. Une patience qui n'était pas de la résignation, c'était la patience de celui qui a appris que le monde ne s'arrête pas à cause de votre douleur, et qu'il vaut donc mieux trouver quelque chose en soi qui mérite qu'on s'y attarde. Le problème, c'est qu'il n'aurait pas dû être nécessaire d'apprendre cela si tôt. Cet après-midi-là, Rogerio appela Béatrice. Les médecins veulent garder Diego en observation quelques jours de plus. Des examens qui nécessitent un suivi. La réaction fut immédiate. C'est ridicule. Quel genre d'examen exige qu'il reste loin de la maison ? Je viens. Béatrice. Rogerio employa le ton qu'il avait appris à utiliser quand il ne voulait pas discuter mais ne céderait pas. C'est moi qui décide ce qui est le mieux pour mon fils. Et pour l'instant, le mieux c'est de rester ici avec un suivi médical rapproché. Un long silence. Puis, soudain, sa voix changea. S'adoucit. Elle prit cette texture que Rogerio avait appris à reconnaître au fil de 25 ans, le ton de Béatrice quand elle voulait quelque chose, et avait décidé que la stratégie du moment serait la tendresse. « Je m'inquiète juste pour vous deux. Vous me manquez. » Une pause. « Je peux au moins venir vous voir ? Quand les examens seront terminés, on organisera ça. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse insister. Par le miroir du couloir de la maison de Martim, Rogerio aperçut son propre visage une seconde. Il avait vieilli plus qu'il ne le pensait. Il y avait quelque chose dans ses yeux, pas de la tristesse, pas encore de la colère. C'était cette expression particulière de celui qui est en plein processus de comprendre que le monde qu'il pensait habiter n'a jamais existé sous la forme qu'il imaginait. Un mécanicien sait qu'il existe 2 types de problèmes dans une machine. Celui qui fait du bruit et celui qui n'en fait pas. Celui qui fait du bruit, on le repère vite. Il suffit d'écouter.
Celui qui est silencieux peut être là des années, sans bruit, rongeant de l'intérieur, jusqu'au jour où la machine s'arrête d'un coup et qu'on réalise qu'il n'y avait rien à faire parce qu'on n'avait jamais détecté la panne. 7 ans, silencieux, rongeant de l'intérieur, et Rogerio était resté à l'extérieur, écoutant la machine tourner, croyant que tout allait bien, parce qu'il n'y avait pas de bruit. 2 jours passèrent. Manuel travailla vite, plus vite que Rogerio ne s'y attendait, comme si les informations étaient toutes là, visibles, attendant simplement que quelqu'un possédant les bons outils vienne les chercher. L'appel arriva un jeudi matin. « Monsieur Montes, il faut qu'on se voie aujourd'hui. » La cafétéria où ils se retrouvèrent se situait au centre de Morelia, à 3 pâtés de maison de la cathédrale, un endroit avec des tables en bois sombre et un bruit de fond qui couvre les conversations sans les étouffer complètement. Manuel était arrivé avant, une pochette sur la table et 2 tasses de café déjà servies. Je ne résiste pas à ce commentaire. Il y a quelque chose de parfaitement absurde dans la scène d'un homme qui a passé 7 ans à nettoyer le fauteuil roulant de son fils et à administrer des médicaments à 6 heures du matin, assis dans une cafétéria avec des airs de film policier, sur le point d'apprendre combien valent les ruines de sa propre vie. Mais l'absurde est ce qu'il est. La chaise était là. Rogerio s'assit. « Je commence par le volet financier », dit Manuel en ouvrant la pochette. L'atelier. J'ai consulté 3 évaluateurs indépendants à partir des données de la période de vente. Emplacement, équipement, portefeuille client, chiffre d'affaires estimé. Il posa une feuille sur la table. Valeur juste de marché, 2 800 000 pesos. Rogerio fixa le chiffre. 2 800 000 pesos. Il en avait reçu 1 200 000. Il s'était trompé de 1 600 000. Ici, il faut mesurer le poids de ce chiffre en termes concrets. 1 600 000 pesos au Mexique, équivalent, selon le taux de change, à quelque chose entre 80 000 et 90 000 dollars américains. C'est une maison, c'est un cursus universitaire complet, c'est la retraite que Rogerio n'aura pas, parce qu'il a vendu l'atelier qui aurait été son plan B, C et D. Mais l'atelier continue de fonctionner, poursuivit Manuel, sous le nom Motores Montes, en capitalisant sur la réputation que vous avez construite. Chiffre d'affaires mensuel estimé entre 80 000 et 100 000 pesos. Rogerio resta silencieux. Béatrice figure comme copropriétaire. Javier lui a cédé 40% 3 mois après l'achat. Le café était devant Rogerio, intact. Il y a des choses qui rendent impossible de boire un café. Manuel déposa des photographies sur la table. Ce n'étaient pas des photos d'archives. Elles avaient été prises ces derniers jours. Béatrice et Javier dans un café. Béatrice et Javier à l'entrée de ce qui semblait être un hôtel à Pátzcuaro. Béatrice et Javier dans une voiture, l'angle révélant plus que ce qu'un frère et une sœur ont à révéler. Les plus anciennes que j'ai pu remonter datent d'il y a 6 ans, dit Manuel, quelques mois après l'accident de Diego. 6 ans, presque tout le temps pendant lequel Rogerio avait été chez lui, lavant son fils, administrant des médicaments, dormant sur le canapé quand Diego passait des nuits difficiles. Béatrice construisait une autre vie. Pas en amateur, de façon organisée, avec un compte bancaire commun ouvert depuis 5 ans, 1 an après le début de la relation, suffisamment de temps pour vérifier que le stratagème fonctionnait avant de mêler l'argent, avec un solde actuel de près d'1,5 million de pesos. Et l'assurance, dit Manuel en dernier, posant le document final sur la table. Vous souvenez-vous d'avoir signé une police d'assurance vie et invalidité pour Diego peu après l'accident? Rogerio s'en souvenait vaguement. Il y avait tant de choses à signer à cette période. Béatrice avait dit qu'elle s'en chargeait. La bénéficiaire unique est votre épouse. Vous ne figurez pas dans le document. La police verse un revenu mensuel tant que l'incapacité de Diego est maintenue cliniquement et un montant forfaitaire en cas de décès avant l'âge de 25 ans. La salle de la cafétéria parut rétrécir. Diego avait 23 ans. 2 ans. Rogerio leva les yeux vers Manuel avec une expression que le détective lut correctement. Pas de la colère. Pas encore. C'était le visage de quelqu'un qui vient de comprendre l'étendue complète du gouffre dans lequel il vivait et qui en calcule encore la profondeur. « Il faut aller jusqu'au bout », dit Rogerio.
Sa voix sortit plus ferme qu'il ne l'aurait cru. « J'ai besoin de preuves que la police ne pourra pas ignorer. » Manuel ferma la pochette. « Alors écoutez ce que je propose. » Le plan de Manuel était simple dans sa structure et implacable dans son exécution. Rogerio rentrerait à la maison avec Diego le lendemain. Il dirait que les examens n'avaient rien révélé de nouveau, que le docteur Mendes avait confirmé le diagnostic de la docteure Fuentes avec de légères modifications, que la vie reprenait son cours normal. Pendant ce temps, des caméras cachées seraient installées à des points stratégiques de la maison. Diego porterait en permanence un petit dispositif d'enregistrement. Manuel resterait à l'extérieur, surveillant en temps réel. L'objectif n'est pas seulement de filmer l'administration des médicaments, expliqua Manuel. Cela seul ne suffit pas pour ce que nous voulons. Nous avons besoin d'un aveu, ou de quelque chose qui relie Béatrice et Javier de manière irréfutable au plan. Des paroles, pas seulement des actes. Rogerio écouta, acquiesça et ressentit pour la première fois depuis de nombreuses années qu'il se trouvait à l'intérieur d'un moteur qu'il comprenait, qu'il pouvait visualiser les pièces, les assemblages, la séquence qui ferait fonctionner le mécanisme. « Il y a un risque, dit Manuel. Si Béatrice se doute de quelque chose, elle peut agir de manière imprévisible. Il faut vous préparer à ce que les choses ne se passent pas exactement comme prévu. » En mécanique, répondit Rogerio, on apprend que le moteur ne casse jamais de la façon qu'on attendait, mais toujours d'une façon qui, rétrospectivement, avait du sens. Manuel le regarda une seconde, puis ferma la pochette. Bien. Alors allons-y. Ce soir-là encore, avant de retourner chez Martim, Rogerio s'arrêta devant la cathédrale de Morelia. Pour qui n'y est jamais allé, la cathédrale de la ville est l'une des plus imposantes du Mexique, construite en pierre de Cantera rose. 2 clochers culminant à 63 mètres de hauteur, visibles depuis pratiquement n'importe quel point du centre historique. La nuit, illuminée, elle semble appartenir à une époque différente du monde qui l'entoure. Rogerio y était passé des centaines de fois sans s'arrêter. Cette nuit-là, il s'arrêta. Il n'entra pas. Il resta à l'extérieur, contemplant la pierre rosée que les projecteurs rendaient presque dorée, et il demeura immobile quelques minutes. Il ne pria pas. Il n'avait pas les mots assez ordonnés pour cela. Il resta simplement là, laissant l'immensité de pierre faire ce que parfois seule l'immensité peut faire. Remettre les choses à leur juste dimension. 7 ans. 2 ans restants avant que Diego n'atteigne 25 ans. Une police d'assurance avec une clause que Rogerio avait signée sans lire, en plein deuil anticipé. Retenez cette phrase. Ne signez jamais rien quand vous avez peur. La peur est un piètre relecteur de contrat. Il retourna chez Martim. Diego dormait déjà. Rogerio s'attarda un moment à la porte de la chambre d'amis, observant son fils dans la pénombre. La respiration du garçon était paisible, les épaules détendues, les mains ouvertes le long du corps. Avec cet abandon total que produit le sommeil de celui qui se sent en sécurité. Pour la première fois depuis de nombreux jours, Rogerio dormit lui aussi. Le lendemain matin, avant de partir, il appela Diego pour une conversation. Martim et Lucia sortirent dans le jardin pour leur laisser de l'espace. Le salon ne fut plus que pour eux deux. Rogerio raconta le nécessaire. Pas tout. Pas les photographies, pas le compte bancaire, pas l'assurance avec la clause qu'il ne parvenait toujours pas à prononcer à voix haute, mais suffisamment, que le docteur Mendes avait trouvé des incohérences dans le diagnostic, qu'il y avait dans l'histoire de Diego des médicaments qui n'auraient pas dû s'y trouver, qu'il leur fallait des preuves concrètes avant d'agir. Diego écouta sans interrompre, le menton ferme, les yeux fixés sur son père. Quand Rogerio eut terminé, il y eut un silence d'une dizaine de secondes qui parut bien plus long. « Les vitamines que maman me donne quand tu sors ?» dit Diego. La voix était plate, non celle de quelqu'un qui traite une surprise, mais celle de quelqu'un qui attendait que quelqu'un nomme enfin ce qu'il savait déjà, sans avoir les mots pour le dire. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Chaque fois que je les prenais, je dormais tout l'après-midi. Maman disait que c'était le corps qui récupérait. Et tu ne m'en as jamais parlé. Elle a dit que tu en avais déjà assez, que tu n'avais pas besoin de t'inquiéter en plus. Remarquez le mécanisme.
Ce n'était pas seulement le silence de Diego protégeant son père, c'était un silence administré, construit avec soin par quelqu'un qui savait exactement quel argument utiliser avec un garçon de 16, 17, 18 ans qui aimait son père et ne voulait pas être un fardeau supplémentaire. Béatrice avait trouvé le bon levier et l'avait actionné pendant des années. « Je veux en faire partie », dit Diego. « Diego, c'est moi. » La voix sortit sans tremblement, sans supplique, simplement ferme. « C'est moi dans le fauteuil. C'est moi qui ai avalé les vitamines. S'il faut des preuves, elles doivent venir de moi. » Une courte pause. « Ne m'enlevez pas ça aussi ?» Rogerio resta à regarder son fils un long moment. Cet homme de 23 ans qui avait le visage du gamin qui avait grandi en courant dans l'atelier pendant que Rogerio travaillait, qui avait promis qu'un jour, il réparerait des moteurs aux côtés de son père, qui avait passé 7 ans à apprendre à exister dans 4 roues et 4 murs. Cet homme demandait à faire partie de la solution, non pas à être porté, mais à avancer ensemble, même en fauteuil. Ce sera difficile. Ça l'a déjà été. Une pause. Au moins cette fois, ça aura du sens. Manuel équipa Diego d'un enregistreur compact qui tenait dans l'accoudoir du fauteuil roulant, pratiquement invisible. Il installa des caméras dans le couloir, dans la cuisine et, la plus importante, dans la chambre de Diego, dissimulée dans la tranche d'un gros livre sur l'étagère. Les images arrivaient en temps réel sur la tablette que Manuel garderait dans sa voiture, garée à un demi-pâté de maison. Au moindre problème, tu appuies sur ce bouton. Manuel fixa au poignet de Diego un petit dispositif qui ressemblait à une montre en plastique bon marché, le genre que porte un enfant de 6 ans au carnaval. « J'entre en 2 minutes. » Diego regarda son poignet, puis regarda Manuel. « C'est ça, l'équipement de surveillance professionnelle ?» Manuel ne changea pas d'expression. « Le meilleur équipement est celui que personne ne regarde 2 fois. » Diego acquiesça, plus convaincu qu'il ne le paraissait. Ici, une brève parenthèse s'impose. Au Mexique, la loi permet que les enregistrements réalisés par l'une des parties impliquées dans la conversation soient utilisés comme preuve dans des procédures pénales. Aucune ordonnance judiciaire n'est nécessaire pour enregistrer ce que quelqu'un dit en votre présence. Traduit dans la réalité brésilienne, cela correspondrait à ce qu'on appelle un enregistrement ambiant par partie intéressée, admis par de nombreux tribunaux comme preuve licite lorsqu'un des participants à la conversation effectue l'enregistrement. Ce que Diego s'apprêtait à faire était donc parfaitement légal. Ce que Béatrice s'apprêtait à dire? Non. Le portail de la maison était ouvert quand ils arrivèrent. La voiture de Béatrice était dans la cour. Rogerio coupa le moteur. Pendant 1 seconde, les deux restèrent silencieux dans la voiture, père et fils, côte à côte, regardant la façade jaune de la maison qui avait été le décor de leur vie pendant 7 ans. « Prêt ?» demanda Rogerio. Diego prit une profonde inspiration. « Prêt. » Rogerio descendit, ouvrit le coffre, déplia le fauteuil roulant avec les gestes de toujours. Rapide, précis, automatique, comme la respiration. Il aida Diego à s'installer. Poussa en direction de la porte. Béatrice sortit avant qu'il n'arrive. Elle surgit par l'entrée avec une rapidité qui n'était pas celle de la joie. C'était celle de quelqu'un qui était resté près de la fenêtre à guetter. Le sourire était à sa place, les bras ouverts, la voix chaleureuse, avec cette texture de bienvenue que Rogerio avait appris en 25 ans à distinguer de l'authentique. Béatrice sortit, les bras grands ouverts, la voix nimbée de cette chaleur de telenovela. Le genre de chaleur qui réchauffe jusqu'à ce qu'on réalise qu'elle est artificielle. « Mon amour, ça faisait tellement longtemps que je ne t'avais pas vu comme ça. » Elle serra Diego dans ses bras avec force, le visage enfoui dans le cou de son fils 1 seconde de plus que nécessaire. Puis elle se redressa, passa son pouce sur sa joue comme si elle vérifiait quelque chose. « Tu vas bien? Tu as bien mangé? On dirait que tu as maigri. »« Je vais bien, maman. » Diego accepta le tout avec le naturel de celui qui s'est entraîné. « Juste fatigué. »« Bien sûr, bien sûr. » Elle se redressa et regarda Rogerio. Un regard rapide, évaluateur, qui ne dura pas assez longtemps pour être interprété comme suspect. « Alors, le docteur a dit quelque chose de différent? » « Rien qui change le tableau. » Rogerio franchit la porte qu'elle avait ouverte, poussant le fauteuil de Diego.
Il a ajusté quelques doses, comme je t'ai dit, mais globalement, il a confirmé le diagnostic. Béatrice resta figée une seconde avant de suivre. Rogerio ne se retourna pas pour voir son expression à cet instant, mais il savait, avec la certitude de 7 ans de lecture involontaire, qu'elle s'était détendue. Regardez la froideur. Une seconde de tension, une seconde de soulagement. Cette femme avait appris à traiter l'information que son fils n'allait pas mieux comme une bonne nouvelle. Et elle l'avait si bien appris que cela ne prenait qu'une seconde. À l'heure du déjeuner, les trois s'installèrent à table. Béatrice avait préparé du pozole rouge, le plat préféré de Diego depuis l'enfance. Ce bouillon épais, au gros maïs et à la viande effilochée qui, au Mexique, accompagne toute occasion, mêlant célébration et réconfort. Pour ceux qui ne connaissent pas, le pozole est l'un des plats les plus anciens du Mexique avec des racines préhispaniques. Il était originellement servi lors de cérémonies. Avec le temps, il est devenu le plat du dimanche, des anniversaires, des retours au bercail. Béatrice savait exactement ce qu'elle faisait en préparant précisément ce plat ce jour-là. Calculé, froid, sans hésitation. La conversation pendant le repas était légère en surface et terriblement lourde en dessous. Béatrice posa des questions sur Martim et Lucia. Diego répondit avec un enthousiasme réel. Il avait aimé son séjour là-bas. Il avait beaucoup discuté avec Lucia. Il avait lu la moitié d'un livre sur l'histoire coloniale. Béatrice écoutait avec le visage de la mère satisfaite. Mais Rogerio, qui observait avec l'attention calibrée de ces derniers jours, vit autre chose. Elle évaluait. Chaque réponse de Diego était traitée non comme de la conversation, mais comme un audit, cherchant l'incohérence, cherchant le signe que son fils avait découvert quelque chose. Ses yeux balayaient le visage de Diego, comme des lecteurs de code barre passent sur un emballage. Rapide, systématique, invisible. Pour qui ne sait pas ce qu'il cherche? Ce détail prendra tout son sens plus tard. Après le déjeuner, Béatrice suggéra que Diego se repose. « Tu as l'air fatigué, mon cœur. Va dans ta chambre. Je t'apporte tes médicaments dans un moment. »« Laisse, je m'en occupe, » dit Rogerio. « Tu as conduit depuis Morelia. Tu dois être fatigué toi aussi. »« Reste là, je gère. » C'était la même danse que toujours. Rogerio avait accepté cette danse pendant 7 ans. Béatrice offrait, Rogerio cédait, Diego prenait les médicaments. L'après-midi se dissolvait dans un sommeil lourd. Mais aujourd'hui, la danse avait un public dont Béatrice ignorait la présence. « Vas-y toi, » dit Rogerio. Et l'effort pour paraître désinvolte fut le plus grand qu'il eut à fournir de la journée. « Moi, je reste ici. » Béatrice emmena Diego dans sa chambre. Rogerio resta dans le salon. Il fixa la télévision éteinte, écouta ses propres pensées, tentait de s'organiser, attendit les 20 minutes les plus longues de sa vie. Ce ne furent pas 20 minutes, ce furent 11. Béatrice revint avec le verre vide à la main et une expression qui se voulait tranquille. Elle s'assit à côté de Rogerio sur le canapé, appuya sa tête contre son épaule, dans un geste d'intimité devenu si rare ces dernières années que sa présence maintenant sonnait plus étrangement que son absence. « Ça va » demanda-t-elle. Fatiguée. C'était vrai. Au moins sur ce point. Et toi ? Mieux maintenant que vous êtes à la maison. Une pause. Elle attrapa son téléphone discrètement. Ou en croyant être discrète. J'ai besoin de répondre à des messages du travail. Je vais dans la cour une seconde. Rogerio attendit qu'elle ferme la porte de la cour. Puis il se rendit dans la chambre de Diego. Le fils était allongé, mais les yeux grands ouverts. « Elle m'a donné 3 comprimés, » murmura Diego. Elle a dit que c'était l'ajustement prescrit par le docteur Mendes. 2 capsules blanches et une jaune. Il ouvrit la main sous la couverture, les 3 comprimés intacts. J'ai fait semblant d'avaler. J'ai bu de l'eau, j'ai avalé de l'air. Rogerio récupéra les comprimés avec la pochette que Manuel avait fournie à cette fin précise. Il scella, rangea dans sa poche. Qu'est-ce qu'elle a dit pendant qu'elle était ici? Diego réfléchit une seconde. Elle a posé plein de questions sur ce que les médecins avaient fait exactement, s'ils m'avaient demandé de bouger quelque chose, si j'avais ressenti une différence ces derniers jours. Une pause. Papa? Elle a posé 3 fois la même question, formulée de 3 manières différentes. Mais c'était la même. Voici le moment clé. 3 fois la même question,
emballés sous différentes formes, mais identiques. Celui qui aime demande « Comment tu vas ?» Celui qui a besoin que vous restiez immobile demande « Si quelque chose a changé ?» Qu'est-ce que tu as répondu ? J'ai dit que non, que j'étais pareil. Une ombre passa sur le visage de Diego. Elle a eu l'air soulagée. Rogerio contempla son fils un moment. « Dors pour de vrai maintenant. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Je n'arrive pas à dormir. » « Je sais. » Il tira la chaise du bureau et s'assit à côté du lit. « Alors ne dors pas, mais reste tranquille. Je reste ici. » Il resta. Dehors, dans la cour, Béatrice parlait à voix basse au téléphone. Le murmure arrivait filtré par la fenêtre. Sans mots, mais avec le rythme de quelqu'un qui fait un rapport, pas qui converse, de quelqu'un qui répond à des questions, pas qui en pose. Rogerio resta silencieux auprès de son fils dans l'obscurité de la chambre et laissa le silence être ce qu'il était. Javier appela le lendemain matin. Sa voix sortit avec cette cordialité légèrement théâtrale de celui qui se montre aimable pour une raison précise. « Beau-frère, ça fait un bail ? Comment va Diego ? Comment vas-tu ? » On fait aller. Rogerio marcha jusqu'au jardin pour parler loin de la maison. « Et toi ? » ?»« Très bien. Écoute, je pensais à toi. Ça fait déjà 7 ans que j'ai racheté l'atelier et il a beaucoup grandi. J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour m'aider avec la partie administrative. Quelque chose que tu pourrais faire de chez toi sans avoir à laisser Diego. » Une pause chargée de bonne volonté mise en scène. « Qu'est-ce que tu en dis de passer cet après-midi pour qu'on en discute ?» Rogerio ne répondit pas immédiatement. Il laissa passer les secondes nécessaires pour que l'hésitation paraisse naturelle. Javier qui appelle de nulle part avec une offre d'emploi. Javier qui avait acheté l'atelier à moins de la moitié de sa valeur et s'en était enrichi en silence, pendant que Rogerio prenait soin de son neveu. Javier proposant un travail à domicile, confortable, bienveillant. Vous savez ce qu'il y a de drôle dans tout ça ? L'homme qui te vole ton atelier, te vole ta femme et finance le fauteuil roulant de ton fils pendant 7 ans, puis t'appelle pour t'offrir un emploi comme si c'était une faveur. La créativité du malhonnête surpasse parfois celle de l'honnête, par pure nécessité de survie. « Bien sûr, » dit Rogerio. « Je peux passer à 16 heures ?» Il appela immédiatement Manuel. « Javier sait quelque chose ?» Manuel réagit sans hésiter quand Rogerio eut fini d'expliquer. « Cet appel n'est pas gratuit. Soit Béatrice l'a déjà prévenu, soit il essaie d'évaluer ce que vous savez. » Une pause. « Ça peut être positif ou négatif, selon votre jeu. » Comment je joue ? Allez-y, acceptez la conversation. Laissez-le croire que vous ne soupçonnez rien. Et quand le bon moment se présentera, et il se présentera, mentionnez les examens de Diego, la possibilité d'amélioration. Observez sa réaction. Et pendant que je serai là-bas, je reste près de la maison. Diego garde caméra et enregistreur en marche. Rogerio raccrocha et resta un moment à regarder son téléphone. Il y avait quelque chose de presque ironique dans cet instant. Lui, qui avait passé 7 ans à accepter sans questionner ce qu'on lui donnait, apprenait maintenant à jouer un jeu qu'il n'avait jamais demandé à jouer. La vie a cette fâcheuse habitude d'enseigner les leçons les plus importantes au pire moment possible. À 15h30, Rogerio entra dans la chambre de Diego. Son fils était à l'ordinateur, en train de lire quelque chose. Il y avait en lui une vitalité, subtile, mais perceptible pour qui connaissait chaque nuance de ce visage, que Rogerio attribuait directement à l'absence des comprimés déguisés en vitamines. 3 jours sans les prendre, 3 jours avec les médicaments réels prescrits par le docteur Mendes, camouflés dans le même emballage pour ne pas éveiller les soupçons. 3 jours, et déjà il y avait une différence que des yeux exercés pouvaient en lire. « Je sors pour quelques heures, » dit Rogerio. « Javier m'a invité à l'atelier. » Diego se retourna. Son expression fut immédiatement en alerte. « L'oncle Javier ? Oui, reste à la maison. Manuel est dehors. Au moindre problème ? Le bouton. » Diego leva son poignet avec la montre en plastique. « Je sais. » Rogerio s'attarda à la porte une seconde, regardant son fils. Diego avait déjà reporté ses yeux sur l'écran, mais sa posture avait changé. Épaules légèrement relevées, menton 1 millimètre plus haut, le corps de quelqu'un qui est prêt. Regardez ce garçon. L'atelier Motores Montes se trouvait sur l'Avenida Madero, l'une des artères principales de Morelia.
Rogerio avait choisi cette adresse des décennies plus tôt pour le passage. Bonne visibilité, accès facile, le type d'emplacement dont un atelier mécanique a besoin pour se constituer une clientèle sans dépendre uniquement du bouche à oreille. Il avait bâti sa réputation brique par brique, client après client, sur 12 ans. Le nom était encore là, l'enseigne sur la façade avec les lettres qu'il avait lui-même choisies. Sous le nom, le logo qu'il avait dessiné sur une serviette de restaurant à l'époque où il rêvait encore de ce commerce. Il y avait quelque chose de profondément perturbant à franchir la porte de ce qui vous appartient en devant faire semblant d'être un visiteur. Javier avait agrandi, plus de baies de service, de l'équipement neuf, 2 mécaniciens que Rogerio n'avait jamais vus. Les anciens, des gens qui avaient travaillé avec lui pendant des années, n'étaient plus là. La salle d'attente avait été rénovée avec des canapés en cuir et une télévision murale. Le bureau de Rogerio, le petit réduit avec la table en formica et le classeur métallique, avait été remplacé par un bureau vitré, fumé, avec du mobilier qui semblait provenir d'une entreprise plus grande qu'un simple atelier. Beau-frère. Javier apparut à la porte les bras ouverts, le sourire arrivant avant le corps. Ce genre de sourire qui vend des voitures d'occasion et fait croire au client qu'il a fait une bonne affaire. Quelle joie, mon vieux, ça fait un bail. Entre, entre. Laisse-moi te montrer ce qu'on a fait d'ici. Pour qui n'est jamais sorti du Brésil, ce poids-là est peut-être difficile à saisir. Mais au Mexique, il existe un type d'étiquette spécifique entre hommes d'affaires qui mêle l'affection et la hiérarchie de manière très particulière. L'accolade vigoureuse, la tape dans le dos, le beau-frère, prononcé avec cet accent d'appartenance. Tout cela est un langage. Et le langage de Javier disait « Nous sommes famille, tout va bien. Il n'y a aucun problème ici. » Le problème avec ce langage, c'est qu'il ne fonctionne que tant que l'autre est aussi disposé à le parler. Rogerio le parla pendant 1 heure, accepta le whisky dont il ne voulait pas, fit des commentaires amicaux sur les améliorations de l'atelier, écouta la proposition de travail, une comptabilité basique pour un salaire qui aurait été insultant entre étrangers et qui était criminel vu l'histoire, avec le visage de quelqu'un qui considère sérieusement l'offre, posa des questions sur la famille de Javier, laissa l'autre parler, et quand l'ouverture se présenta, il la saisit avec le naturel de celui qui avait répété mentalement une dizaine de fois. D'ailleurs, le nouveau médecin de Diego trouve des résultats intéressants dans les examens. Javier avait saisi son verre. Le verre s'immobilisa à mi-chemin de sa bouche. Intéressant comment ? Des réponses musculaires qui ne correspondent pas au diagnostic initial. Rogerio haussa les épaules comme quelqu'un rapportant un détail de routine. Il a dit qu'il allait faire des tests plus poussés la semaine prochaine, qu'il existe une possibilité que le diagnostic doive être révisé. Javier reposa son verre sur la table. Trop lentement. Révisé ? La voix était posée, mais il y avait quelque chose en dessous que Rogerio reconnaissait. Le son de quelqu'un qui fait un effort pour empêcher son ton de changer. Après 7 ans, c'est ce qu'il dit. Rogerio ouvrit les mains dans un geste d'ignorance. Ça ne donnera peut-être rien, mais le docteur semblait plutôt confiant. Javier resta silencieux pendant 3 secondes, suffisamment longues pour révéler ce qu'un homme moins prudent aurait laissé échapper en paroles. Puis le sourire revint, mais avec une seconde de retard, et avec l'effort visible de quelqu'un qui remet un masque qui a glissé. Quelle bonne nouvelle, beau-frère. La voix sortit trop chaleureuse, trop enthousiaste, comme celle de quelqu'un qui joue la joie devant une nouvelle qu'il ne veut pas entendre. Pourvu que ce soit vrai, Diego le mérite, hein ? Le pauvre garçon. Tout le monde serait content. Ce détail compte. Javier fêtait mentalement depuis 7 ans le diagnostic de son neveu. Maintenant, il devait feindre en temps réel que la perspective d'une guérison était une bonne nouvelle. Certains acteurs se préparent des années pour des scènes pareilles. Javier improvisa, et improvisa mal. Rogerio prit congé 20 minutes plus tard, déclina poliment l'offre d'emploi avec l'excuse qu'il avait besoin de réfléchir, et sortit par la même porte qu'il avait franchie en entrant. Sur le trottoir, sans se retourner, il appela Manuel. Il a téléphoné à quelqu'un alors que j'étais encore là. Je sais, répondit Manuel. À Béatrice ? 2 minutes après que vous avez mentionné les examens. L'appel a duré 4 minutes et 40 secondes.
La maison était silencieuse quand Rogerio arriva. La voiture de Béatrice était dans la cour. La lumière de la chambre de Diego était éteinte. Il entra, traversa le salon, s'arrêta dans la cuisine. Béatrice était là, de dos, manipulant quelque chose sur le plan de travail. Quand elle entendit des pas, elle se retourna avec naturel. Mais les mouvements avaient une seconde d'avance, le genre de retournement de quelqu'un qui était déjà prêt à se retourner avant d'en avoir le motif. Sur le plan de travail, il y avait un mixeur, un verre contenant ce qui semblait être un milkshake au chocolat. « Content que tu sois rentré. » La voix était chaleureuse. « J'ai fait un milkshake pour Diego. Tu sais comme il adore le chocolat. J'ai voulu lui remonter le moral un peu. » Rogerio regarda le verre. Il le regarda avec l'attention de quelqu'un qui ne voit pas un milkshake au chocolat, mais le résultat d'un coup de fil de 4 minutes et 40 secondes. Le résultat du rapport de Javier. Le résultat de 7 ans d'assurance vie et invalidité, et de Diego à seulement 2 ans de ses 25 ans, quand la clause du montant forfaitaire expirerait. « Je l'apporte, » dit Rogerio. « Laisse, j'y vais. » Béatrice. Le prénom sortit avec une fermeté différente des autres fois. Pas d'agressivité, mais sans marge. « Je l'apporte. » Elle resta une seconde à le regarder, puis tendit le verre avec un sourire qui n'atteignit pas les yeux. Rogerio prit le verre, marcha jusqu'à la chambre de Diego, ferma la porte. Diego était allongé, la montre au poignet, les yeux ouverts. Quand il vit le verre dans les mains de son père, l'expression fut immédiate. De la reconnaissance, pas de la surprise. « Elle a préparé ça juste après ton départ, » dit Diego à voix basse. « Elle est restée seule un moment à la cuisine. J'ai entendu le mixeur. » Rogerio posa le verre sur le bureau, ouvrit le tiroir, en sortit la bouteille vide que Manuel avait laissée à cet effet. Avec précaution, il versa une bonne partie du contenu du verre dans la bouteille. Scella, rangea dans sa poche, compléta le verre avec de l'eau filtrée de la bouteille qui se trouvait dans la chambre. « Maintenant, fais semblant de boire lentement, et ensuite, fais semblant de dormir. » Diego prit le verre, regarda son père une seconde, non pour demander la permission, juste pour enregistrer l'instant. Puis il commença à boire lentement, avec l'expression satisfaite de celui qui déguste son favori de toujours. Rogerio sortit de la chambre, retourna à la cuisine. « Il avait faim, » dit-il à Béatrice. « Il a tout bu. » L'épaule de Béatrice descendit d'un demi-centimètre. La mâchoire se relâcha. Elle acquiesça avec le visage de la mère satisfaite. Regardez la froideur. Un demi-centimètre d'épaule, une mâchoire qui se détend. 7 ans de pratique enseignant au corps à célébrer de manière invisible. Rogerio alla au salon, resta le téléphone à la main en attendant le message de Manuel. Il arriva 8 minutes plus tard. Bouteille reçue, envoyée au laboratoire. Résultat dans 48 heures. Rogerio remit le téléphone dans sa poche et resta à regarder par la fenêtre du salon vers la cour, où la lumière du crépuscule tombait sur les plantes que Béatrice avait cultivées au fil des ans. Des fleurs oranges qu'elle disait adorer. Des pots en terre alignés avec ce soin que les gens appliquent à ce qu'ils veulent garder beau. Il y avait quelque chose de presque trop philosophique dans cette scène pour que Rogerio puisse l'apprécier. À cet instant précis, la femme qui avait passé des années à administrer la paralysie de son fils avait cultivé un jardin impeccable dans la même maison. Les fleurs étaient vivantes et magnifiques. Rogerio les contempla et pensa que l'apparence est le moins cher des investissements et le plus coûteux quand elle s'effondre. 48 heures plus tard, l'appel du docteur Mendes arriva. « Monsieur Montes, les résultats de l'analyse chimique de l'échantillon qu'on m'a envoyé sont concluants. La voix du médecin était professionnelle, mais il y avait quelque chose en dessous, une retenue propre à celui qui rapporte ce qu'il ne voulait pas confirmer. L'échantillon contient des sédatifs puissants à forte concentration, ainsi qu'un relaxant musculaire à une dose qu'aucun médecin raisonnable ne prescrirait pour Diego. Combiné avec les analyses de sang montrant l'accumulation de ces substances sur la durée, une pause. Oui, nous avons un tableau qui configure une intoxication délibérée et prolongée. J'ai préparé un rapport complet. Quand vous serez prêt à alerter les autorités, je le remettrai en personne. Il manque encore une chose, dit Rogerio. J'ai besoin d'un aveu. Bref silence.
Puis le docteur Mendes dit quelque chose que Rogerio n'attendait pas. Vous savez ce qui m'a mis la puce à l'oreille dès la première consultation? Diego m'a regardé quand j'ai demandé s'il sentait quelque chose dans ses jambes. Il n'a pas répondu tout de suite. Il a d'abord regardé par la fenêtre. Une pause. Quelqu'un qui ne sent rien n'a pas besoin de regarder par la fenêtre avant de dire qu'il ne sent rien. Rogerio garda le téléphone en main après la fin de l'appel, fixant le mur du salon. Le médecin avait perçu en une seule consultation ce que 7 ans d'amour n'avaient pas permis à Rogerio de voir. Non parce que Rogerio était aveugle, mais parce que l'amour et l'attention clinique regardent à des endroits différents. Et parfois, le bon endroit est celui que l'amour ne parvient pas à atteindre. Manuel était dans la cuisine quand Rogerio arriva avec la nouvelle. Il écouta tout, ferma son carnet avec ce calme de celui qui assemble la dernière pièce d'un puzzle dont il savait déjà comment il finirait. « Alors c'est aujourd'hui, » dit-il. Il regarda Rogerio. « Vous avez cessé d'aimer » Rogerio réfléchit une seconde. « J'ai cessé de croire. Ce n'est pas la même chose. » Manuel acquiesça. « C'est suffisant. Il y a quelque chose sur quoi j'ai dû m'arrêter pour réfléchir après cet échange. Tout mensonge construit sur quelqu'un qui aime a besoin que cette personne continue d'aimer pour fonctionner. C'est l'amour qui soutient l'édifice, pas la haine, pas l'indifférence. Le jour où la victime cesse de croire est le jour où la structure entière commence à se fissurer. Rogerio n'avait pas cessé d'aimer son fils, il avait cessé de croire en sa femme. Et cette différence, aussi infime qu'elle paraisse, était exactement ce que Manuel avait besoin d'entendre. La dernière pièce du plan était la plus délicate. Manuel avait expliqué « Les preuves matérielles étaient solides, mais les procureurs travaillent mieux avec un aveu. Pas seulement pour sa valeur procédurale, mais pour le verrouillage qu'il produit. Quand l'accusé nie et que les preuves parlent d'elles-mêmes, il reste toujours l'argument de la coïncidence, de l'erreur, de l'interprétation. Quand l'accusé dit de sa propre bouche ce qu'il a fait, cette porte se ferme. Rogerio devait entamer une conversation que Béatrice ne percevrait pas comme un piège avant d'y être déjà enfermée. Et pour cela, il devait utiliser la seule chose qu'elle n'avait jamais réussi à acheter, contrôler, ni droguer en 25 ans. L'amour qu'elle croyait encore qu'il éprouvait pour elle. Ce soir-là, après le dîner, quand Diego fut retourné dans sa chambre et qu'ils se retrouvèrent seuls au salon, Rogerio éteignit la télévision. Béatrice le regarda. « Il faut qu'on parle. » Il employa le ton qu'il utilisait quand le sujet était sérieux, mais que ce n'était pas une dispute. Le ton des conversations de couple qui commencent par du silence et finissent par une décision. Elle le reconnut immédiatement. C'était un langage à eux. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle pivota sur le canapé, les genoux tournés vers lui. La posture de quelqu'un disposé à écouter. « Le docteur Mendes a appelé aujourd'hui ?» La posture changea. Subtilement, mais elle changea. Il dit que les analyses de sang de Diego révèlent des substances qu'il ne reconnaît pas comme faisant partie du traitement, des composés qui provoquent sédation et faiblesse musculaire. Rogerio parlait lentement, comme quelqu'un qui expose sans accuser. Il dit qu'il va notifier les autorités sanitaires. Béatrice resta immobile une seconde. Puis, « Ce médecin invente des problèmes là où il n'y en a pas. » La voix était ferme, très ferme. « Les médicaments de Diego sont tous sur ordonnance. J'ai tous les documents. » « Prescrits par qui, Béatrice ?» Rogerio la regarda, parce qu'en examinant le dossier, certaines ordonnances ne sont pas de la docteure Fuentes. Elles sont d'autres médecins qui l'a remplacée pendant ses absences. C'est normal dans n'importe quelle clinique. Des médecins que tu connaissais personnellement. Une pause de 2 secondes. Rogerio, je ne comprends pas où tu veux en venir. J'essaie de comprendre ce qui arrive à mon fils. Sa voix était plate, pas élevée, pas tremblante. Plate comme une table. Parce que s'il y a quelque chose qui cloche avec les médicaments, j'ai besoin de savoir. Et si tu sais quelque chose que j'ignore, c'est maintenant qu'il faut me le dire. Elle se leva, alla à la fenêtre, resta de dos quelques secondes. Un geste que Rogerio connaissait. Béatrice avait besoin d'un mur ou d'une fenêtre quand elle avait besoin d'organiser son discours sans que personne ne voie son visage pendant qu'elle l'organisait. Quand elle se retourna,
Il y avait quelque chose de différent. Pas l'aveu, pas encore. Mais l'armure s'était amincie d'1 millimètre. Diego a besoin de stabilité. La voix sortit avec une conviction qui semblait authentique, parce qu'elle avait été répétée jusqu'à devenir un réflexe. 7 ans de routine construite avec soin. Toute perturbation dans ce traitement peut avoir des conséquences que ce nouveau médecin ne peut pas prévoir parce qu'il ne connaît pas l'historique. Et tu es en train de me dire que les médicaments sont nécessaires? Je suis en train de dire qu'ils ont été établis pour une raison. Une raison de qui? Silence. Béatrice. Rogerio se leva du canapé, s'approcha d'elle, non avec urgence, avec la lenteur de celui qui laisse le temps à l'autre de comprendre. Je suis au courant pour l'assurance. Le visage ne s'effondra pas, mais trembla, comme un mur fissuré encore debout, mais qui a déjà montré où il va céder. Quelle assurance? L'assurance invalidité de Diego. Celle que tu as souscrite après l'accident, pendant que j'étais à l'hôpital trop terrorisé pour lire ce que je signais. Celle où tu es l'unique bénéficiaire. Une pause. Celle qui verse un revenu mensuel tant que l'incapacité est maintenue. C'est une assurance normale. Tout le monde fait une assurance pour un fils et qui verse un montant forfaitaire s'il meurt avant 25 ans. La phrase tomba dans la pièce comme du verre qui se brise. Béatrice resta figée. Ses yeux ne clignèrent pas pendant plusieurs secondes. Observez. C'est le moment où le masque commence à glisser. Il ne tombe pas d'un coup. Un masque porté pendant 7 ans ne tombe pas d'un coup. Il glisse par morceaux, lentement, comme celui de quelqu'un qui réalise progressivement qu'il n'y a plus nulle part où aller, mais qui ne s'est pas encore arrêté de marcher. Tu es en train de m'accuser de vouloir que mon fils meure? La voix sortit avec indignation. Mais l'indignation arriva avec une seconde de retard par rapport à ce qu'elle aurait eu si elle avait été authentique. Je te dis ce que j'ai trouvé. Rogerio alla au bureau, ouvrit le tiroir et posa les photographies sur la table. Béatrice et Javier au café. À l'entrée de l'hôtel, dans la voiture. Et je sais aussi pour Javier. Béatrice regarda les photographies, pas une seule, toutes, l'une après l'autre, avec l'expression de quelqu'un qui évalue ce que chaque image prouve et ce qui peut encore être nié. Des photos ne prouvent rien. Et le compte bancaire commun que vous avez ouvert il y a 5 ans? Ça prouve? Silence. L'atelier qu'il a acheté à moins de la moitié de sa valeur et dont il t'a cédé 40% 3 mois après? Ça prouve? Silence. Et le milkshake au chocolat que tu as préparé hier après-midi, juste après avoir reçu l'appel de Javier? Ça prouve? L'air s'échappa des lèvres de Béatrice avec un son presque inaudible. Quel milkshake? Celui que j'ai envoyé en analyse chimique hier soir. Rogerio ne bougea pas, n'avança pas. Il n'en avait pas besoin. Le rapport est arrivé aujourd'hui. Le silence qui suivit fut différent de tous les autres silences de cette soirée. C'était le silence de quelqu'un arrivé au bout d'un couloir et qui trouve un mur là où il attendait une porte. Béatrice resta debout encore quelques secondes. Puis elle se dirigea vers le canapé et s'assit avec une lenteur qui n'était pas de la fatigue. C'était celle de quelqu'un dont le centre de gravité venait de se déplacer brusquement et qui apprend encore où poser son poids. Elle resta silencieuse un moment qui parut long. Quand elle parla, la voix sortit différente. Pas la voix de l'épouse, pas la voix de la mère, pas la voix de la femme qui gérait chaque détail avec la précision d'un mécanisme. C'était une voix plus ancienne, plus lasse, comme si le masque était tombé et qu'en dessous, il n'y avait que quelqu'un qui avait porté un poids trop lourd trop longtemps. Tu ne mesures pas combien ça m'a coûté de faire tourner la machine. Les mots sortaient lentement, chacun choisi. Toi à la maison en train de t'occuper de tout, moi au travail. Les factures, les thérapies, les médecins. 7 ans. Rogerio, moi aussi j'ai fait des sacrifices. Béatrice. Ne m'interromps pas. La voix gagna soudain en fermeté. La fermeté de quelqu'un qui se souvient qu'il reste encore quelque chose à défendre. Diego était pris en charge. Il était à la maison, en sécurité, avec son père présent chaque jour. Pas d'institution, pas d'abandon. Tu crois qu'un autre homme aurait fait ce que tu as fait? Je savais que tu resterais. Je savais que tu étais ce genre de personne. Rogerio la regarda. Elle venait de dire
sans s'en rendre compte, qu'elle avait compté sur son amour comme pièce du stratagème, que le dévouement de Rogerio était une ressource qu'elle avait incluse dans le calcul. Alors tu as utilisé ce que je ressens pour mon fils pour t'assurer que je resterais en place. Béatrice ouvrit la bouche, la referma, et tu as utilisé ce que Diego ressent pour moi pour t'assurer qu'il ne dirait rien. Le silence, cette fois, fut différent. Ce n'était plus l'armure. C'était le moment après la chute de l'armure, quand la personne qui était à l'intérieur réalise qu'elle est exposée et qu'il n'y a plus d'issue. C'était Javier. La voix sortit basse, sans la conviction des répliques précédentes. Il m'a convaincu. Il a dit qu'avec l'assurance et l'atelier, on pourrait construire une vie. Il a dit que Diego serait bien soigné, que tu serais présent, que... Béatrice. Elle s'arrêta. Tu as administré les médicaments. Tu as signé l'assurance. Tu as ouvert le compte bancaire avec lui. Rogerio parla sans élever la voix. Javier t'a convaincu, ou bien tu t'es laissé convaincre parce que tu voulais l'être? La question resta suspendue dans l'air. Et c'est à ce moment précis, pas quand les photos furent posées sur la table, pas quand le rapport fut mentionné, pas quand l'assurance fut révélée. C'est à ce moment, avec cette question spécifique à laquelle personne qui ment ne peut répondre sans se trahir, que la porte de la chambre de Diego s'ouvrit. Diego entra dans le couloir en fauteuil roulant. C'était une scène que Béatrice ne s'était jamais préparée à affronter. Le fils face à elle, pas le fils endormi, pas le fils passif attendant le prochain comprimé, le fils éveillé, présent, avec ses yeux à elle, la bouche de son père, et 7 ans de réponse contenue dans une expression qui n'était pas de la colère. C'était quelque chose de bien plus difficile à supporter que la colère. C'était de la compréhension. « Maman ». La voix de Diego sortit ferme. « J'ai tout entendu ». Béatrice ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. « J'ai toujours senti mes jambes, maman ». Diego conduisit son fauteuil jusqu'au centre du salon et s'arrêta au milieu de l'espace entre ses parents. Depuis le début, des fourmillements, de la chaleur, parfois un spasme qui me réveillait la nuit. Chaque fois que je te le disais, tu me donnais ces capsules, et le lendemain, je ne sentais plus rien. Une pause. Et tu me disais que c'était mon cerveau qui me mentait. 7 ans à croire que mon propre corps me trompait. Parce que ma mère l'a dit. La mâchoire de Béatrice se contracta. Mon cœur, tu ne m'as pas enfermé dans le fauteuil? La voix de Diego ne trembla pas. Il y avait en elle quelque chose de plus vieux que lui. La sérénité de celui qui a suffisamment souffert pour arriver de l'autre côté et y trouver non pas de l'amertume, mais de la clarté. Tu m'as d'abord enfermé dans le doute. Le fauteuil n'en a été que la conséquence. Une pause. Combien de temps encore tu allais attendre? C'était quand? La fin du plan maman. Quand j'aurais eu 25 ans et que l'assurance aurait perdu sa valeur? Ou avant? La dernière question tomba dans la pièce et personne n'y répondit, parce qu'elle n'avait pas besoin de réponse. La réponse se trouvait dans le silence de Béatrice, dans la façon dont ses yeux se détournèrent de son fils. Non par culpabilité, encore par calcul. Et ce fut ce détournement, cette demi-seconde de regard qui choisit de ne pas affronter, qui brisa ce qui restait de doute chez Rogerio. Dehors, à un demi-pâté de maison, Manuel avait reçu le message de Rogerio 30 secondes plus tôt. Le rapport était prêt. L'enregistrement tournait. Le parquet était en alerte depuis la veille au soir. Les officiers n'attendaient que le signal. La sonnette retentit. Manuel entra avec 2 officiers de police. Le mandat de perquisition était dans la poche de Manuel. Le mandat d'arrêt était dans celle de l'officier de tête. Béatriz Huerta Esquivel. L'officier lut le nom avec l'indifférence de celui qui l'a fait de nombreuses fois et sait que chaque fois n'est différente que pour la personne dont on lit le nom. Vous êtes en état d'arrestation pour les délits de lésion corporelle volontaire, administration de substances nocives et fraude. Vous avez le droit de garder le silence et d'être assisté par un avocat. Béatrice se leva du canapé avec une lenteur qui n'était pas de la résignation. Ses yeux balayèrent le salon. Les photographies sur la table, les officiers à la porte, Manuel debout dans le couloir, Rogerio immobile au milieu de la pièce et Diego dans son fauteuil roulant au centre de tout. Et il y avait dans son expression à cet instant quelque chose que Rogerio grava involontairement. Ce n'était pas du remords, c'était de la stupeur,
la stupeur de quelqu'un qui a construit quelque chose pendant des années en le croyant solide, et qui découvre trop tard avoir bâti sur du sable. Quand les officiers la conduisirent dehors, elle passa devant le fauteuil de Diego, s'arrêta une seconde, regarda son fils. Diego ne détourna pas les yeux. Elle sortit. Javier fut arrêté le lendemain matin à Pátzcuaro. Manuel avait passé la nuit précédente à retrouver l'adresse. Les officiers frappèrent à la porte à 6 heures du matin, l'heure à laquelle les mauvaises nouvelles arrivent quand quelqu'un a passé la nuit à espérer qu'elles n'arriveraient pas. Les investigations qui suivirent révélèrent ce que Rogerio avait déjà pressenti, mais ne parvenait pas encore à voir dans son ensemble. Il y avait un médecin, pas la docteure Fuentes, qui était innocente, mais un praticien qui signait des ordonnances en blanc contre de l'argent, sans voir le patient, sans responsabilité, sans visage. Le genre de personne qui existe dans tout stratagème, parce que tout stratagème a besoin de quelqu'un pour faire la partie technique sans poser de questions. L'argent de l'assurance que Rogerio payait chaque mois revenait sur le compte de Béatrice et Javier sous forme de bénéfices. 7 ans de primes payées par le mari trompé, finançant la vie du couple qui le trompait. Si ce n'était pas aussi cruel, ce serait presque élégant. Une comparaison s'impose ici. Au Brésil, cela constituerait de l'escroquerie aggravée, des lésions corporelles volontaires et une association de malfaiteurs. Le tout cumulé. Au Mexique, dans le Michoacán, la loi prévoit une aggravation lorsque la victime est sous la tutelle de l'auteur. Et Diego avait été mineur pendant une partie de la période. Les avocats de Béatrice et Javier allaient avoir besoin de temps et de créativité. Ils auraient un peu des deux. L'atelier fut placé sous séquestre judiciaire, l'assurance suspendue, le compte commun gelé, et le docteur Mendes, rapport en main, entama le protocole de réhabilitation de Diego. Le processus serait long, mais pour la première fois en 7 ans, il y avait un processus. Les mois qui suivirent furent les plus étranges et les plus complets que Rogerio eût vécu depuis longtemps. La maison resta pour eux deux seuls. Sans les horaires de Béatrice, sans les routines qu'elle avait construites autour de l'incapacité de Diego, l'espace parut plus grand. Non parce qu'il y avait moins de monde, mais parce qu'il y avait moins de poids invisibles répartis dans les pièces. Diego commença la rééducation 3 fois par semaine. La première séance fut discrète en intensité. Évaluation, test d'endurance, cartographie de ce qui existait et de ce qui s'était atrophié. Le kinésithérapeute, un homme jeune avec la patience d'un maître d'échecs, avait expliqué à Rogerio que le processus de rééducation musculaire, après des années d'atrophie par désusage combiné à la suppression chimique que Diego avait subie, c'était comme remonter un moteur resté immobile trop longtemps. Les pièces étaient là. Elles avaient besoin de temps, de lubrification, de mobilisation progressive avant d'accepter une charge. Rogerio avait parfaitement compris. C'était la première métaphore médicale en 7 ans qui faisait sens pour lui. Au bout du premier mois, Diego pouvait bouger les orteils de manière contrôlée. Cela semblait peu vu de l'extérieur. Pour quelqu'un qui avait passé 7 ans à voir ses jambes immobiles, c'était suffisant pour couper le souffle. Au deuxième mois, les séances progressèrent vers des mouvements contrôlés de la cheville. Diego sortait des séances le visage rouge d'effort et une expression que Rogerio avait mis du temps à reconnaître. Celle de quelqu'un qui est fatigué de quelque chose qu'il a choisi, pas de quelque chose qui lui a été imposé. La fatigue qui nourrit au lieu de vider. Je ne devrais pas rire, mais vous le feriez à ma place. Lors de la 2e semaine de rééducation, Diego tenta de se lever seul de la table avant l'heure. Le genou partit à gauche, la hanche à droite, le kinésithérapeute bondit de sa chaise et Rogerio jaillit du banc d'attente comme s'il assistait à un match décisif. Diego retomba sur la table, regarda les deux hommes en état de panique totale et dit avec le plus grand calme « Je testais, c'est tout ». Rogerio resta blanc pendant 20 secondes. Le kinésithérapeute devint cramoisi. Diego fut très satisfait de lui-même. Entre les séances, Diego restait à la maison à étudier. Il s'était inscrit à un cours en ligne de mécanique automobile. « Puisque l'atelier va nous revenir un jour, papa, il faut que j'apprenne correctement. » Et il passait des heures devant l'ordinateur avec cette concentration que Rogerio connaissait depuis l'époque où le gamin démontait de vieilles horloges à l'atelier, simplement pour comprendre comment elles fonctionnaient.
Au 3e mois, survint ce que le docteur Mendes avait prévu, mais que Rogerio avait appris à ne pas espérer pour ne pas être déçu. Diego se tint debout. Pas seul encore. Debout entre les barres parallèles du centre de rééducation, le kinésithérapeute à ses côtés. Rogerio planté à 2 mètres de distance, faisant l'effort le plus visible de sa vie pour ne pas intervenir. Les jambes tremblèrent. Les genoux partirent droit sur les côtés avant de s'aligner. Le visage de Diego était écarlate, les dents serrées, les articulations des doigts blanches sur la barre. Il resta debout quelques secondes. Puis il se rassit dans le fauteuil et resta essoufflé 1 minute entière. Et alors il sourit, avec ce sourire que Rogerio avait vu pour la première fois au tacos de Don Chuy, large, venu du ventre, de ceux qui ne demandent pas la permission, et il dit simplement « Encore ». Gravez cet instant, non parce que c'était la victoire. La victoire viendrait après, plus complète, avec davantage de témoins. Mais parce que c'était l'instant qui annonçait ce qui allait suivre. Un garçon de 23 ans, qui était resté immobile pendant 7 ans, qui avait appris que ses sensations étaient fausses, qui avait dormi des après-midi entiers à cause de comprimés que sa mère appelait vitamines. Ce garçon, les jambes tremblantes et le sourire aux lèvres, disant « encore » à son propre corps. Ce n'est pas de la rééducation, c'est une résurrection. Le jour où Diego marcha avec une canne arriva 3 mois après le début du traitement. Rogerio avait reçu un message du kinésithérapeute la veille. « Venez demain tôt, il est prêt ». Il avait peu dormi. Il était arrivé au centre avec 20 minutes d'avance et était resté dans la salle d'attente sans parvenir à lire la revue qu'il avait prise pour occuper ses mains. Martim et Lucia arrivèrent 10 minutes avant la séance. Diego avait demandé qu'il soit là. Le docteur Mendes vint plus tard, accompagné de 2 internes qu'il avait conviés sans en expliquer la raison. Ce n'est qu'après que Rogerio comprendrait que le médecin avait amené ces personnes non comme témoins du progrès d'un patient, mais comme leçon, pour qu'ils voient ce qu'une investigation minutieuse et le refus d'accepter un diagnostic clos pouvaient rendre à quelqu'un. Diego sortit du couloir avec la canne dans la main droite et le kinésithérapeute à un demi-pas derrière lui, sans le tenir, juste présent. Le couloir du centre de rééducation faisait environ 12 mètres. Diego les parcourut en entier, lentement, l'effort visible à chaque pas, la hanche compensant légèrement à droite, les pieds posés avec l'attention de celui qui réapprend quelque chose que le corps connaît, mais dont le système nerveux a oublié le rythme. Ce n'était pas la marche d'avant l'accident. C'était une autre marche, plus consciente, plus délibérée, portant dans chaque pas toute l'histoire qui était restée immobile pendant qu'il était immobile. Quand il arriva devant Rogerio, il s'arrêta. Les deux se regardèrent une seconde. Il n'y avait pas de phrase prête pour ce moment. Rogerio en avait imaginé plusieurs ces derniers mois. Des mots qui seraient assez grands pour contenir ce qu'il avait ressenti pendant 7 ans. Mais quand le moment arriva, aucun ne sortit. Il serra son fils dans ses bras. Diego debout, enlacé. « Pardon » dit Rogerio. Le mot sortit avant qu'il ne puisse en choisir un autre. Diego s'écarta légèrement pour regarder son père. « Pourquoi ?»« Pour n'avoir pas vu. Pour avoir... »« Papa ?» Diego secoua la tête. « Tu ne m'as pas fait défaut. Tu as été trompé. Ce n'est pas la même chose. » Rogerio resta les yeux fermés 1 seconde. « Moi aussi j'ai été trompé, » dit Diego. La voix sortit simple, sans drame. « Tous les deux. Et tous les deux, on est là. » Martim applaudit du coin de la salle. Un seul battement de main. Puis il s'arrêta parce qu'il comprit que ce n'était pas le moment des applaudissements. Lucia avait le visage enfoui dans l'épaule de son mari. Le docteur Mendes restait debout à côté des internes, les bras croisés, le visage portant l'expression de celui qui confirme une hypothèse qu'il a eu du mal à soutenir, mais que la réalité vient de valider. Et les 2 internes, qui ne connaissaient pas l'histoire complète et étaient arrivés en pensant assister à une séance de rééducation ordinaire, restèrent silencieux. Il n'y avait rien à dire. La scène parlait d'elle-même. Le procès prit du temps, comme tous les procès. Mais Rogerio avait appris, en 7 ans à s'occuper de Diego, que le temps est la seule monnaie qui ne revient pas. Il pouvait attendre encore un peu. Il avait attendu des choses plus difficiles. Béatrice et Javier furent jugés ensemble,
Le rapport du docteur Mendes, les enregistrements réalisés par Diego, les relevés bancaires réunis par Manuel et les témoignages de Rogerio et de Diego lui-même formèrent un ensemble de preuves que les avocats de la défense tentèrent de démonter pendant 3 audiences avant de reconnaître qu'il n'y avait pas de faille. Le jour du verdict, Rogerio se réveilla à 5 heures du matin. Par habitude, prépara le café, resta assis dans la cuisine, dans le silence de cette heure qui, pendant 7 ans, avait été emplie par la routine des soins. Médicaments, plateau, Diego, fils, c'est l'heure. Maintenant, le silence était différent. C'était le silence d'une maison qui commençait à apprendre comment redevenir normale. Diego se réveilla seul, s'habilla avec l'aide minimale dont il avait encore besoin, et les deux se rendirent ensemble au tribunal sans presque rien dire en chemin. Il n'y avait rien que les mots puissent contenir. La salle d'audience était froide et sentait le vieux papier et la climatisation. Béatrice était assise de l'autre côté avec son avocat, les cheveux attachés, la tenue choisie avec ce soin de celui qui veut encore faire impression, même quand il n'y a plus d'impression à faire. Rogerio la regarda une seule fois, pas avec colère. La colère s'était consumée dans les mois précédents en quelque chose de plus utile que de rester assis dans un tribunal. Il la regarda avec l'attention distante de celui qui reconnaît un visage qui fut un jour son monde entier et qui n'est désormais plus qu'un visage. Quand le juge prononça la sentence de Béatrice, 8 ans pour les délits de lésions corporelles volontaires continuées, administration de substances nocives, avec circonstances aggravantes pour la durée de 7 ans et le lien de maternité, Rogerio ressentit quelque chose qu'il ne s'attendait pas à ressentir. Ni soulagement, ni satisfaction. Il sentit un poids partir. Un poids qui était resté si longtemps au même endroit qu'il avait cessé de le percevoir, comme quelqu'un qui vit près d'une cascade et finit par ne plus entendre le bruit de l'eau. 8 ans. Le juge prononça 8 ans avec la même intonation qu'il aurait employée pour n'importe quoi d'autre. Parce que pour le juge, c'était une sentence de plus dans un après-midi de plus. Pour Rogerio, c'était 8 ans mesurés contre 7, mesurés contre chaque matin où il s'était levé à 5 heures en croyant un mensonge. Ce n'était pas suffisant. Rien ne serait suffisant. Mais c'était la justice. Et la justice, Rogerio l'avait appris, n'est pas la même chose que la réparation. C'est simplement la reconnaissance officielle que quelque chose de mal s'est produit. La réparation vient d'ailleurs. La réparation était assise à côté de lui, la canne appuyée contre l'accoudoir du fauteuil, regardant devant elle avec la sérénité de ses 24 ans qui avaient vécu plus qu'il n'aurait dû avoir besoin de vivre. Javier reçut 10 ans, la combinaison de fraude patrimoniale, association de malfaiteurs et complicité de lésions corporelles. Quand son nom fut lu, Rogerio ne regarda pas du côté de la défense. Il n'en avait pas besoin. L'atelier fut restitué au nom de Rogerio dans le cadre de la réparation ordonnée par le juge. Il y avait aussi une réparation patrimoniale, calculée sur la base des années de bénéfices de l'atelier. Mais Rogerio avait dit à son avocat que l'argent était secondaire. Ce qu'il voulait récupérer ne se calculait pas en pesos. Pour les Brésiliens, cela serait comparable à ce qu'on appelle une réparation de dommages cumulée avec une action pénale. Le Brésil le permet, mais les procédures sont généralement séparées, ce qui allonge tout. Au Mexique, dans le Michoacán, le juge peut ordonner la réparation dans le cadre de la sentence pénale, ce qui accélère considérablement les choses. Dans ce cas, cela fit la différence. Quand le juge leva la séance, les deux sortirent Bros par le couloir du tribunal, sans se presser. Diego au rythme qui était désormais le sien, Rogerio un demi-pas derrière, comme cela avait toujours été, mais pour une raison différente. Non plus par nécessité, par choix. Dehors, dans la lumière de midi à Morelia, Rogerio s'arrêta sur le trottoir de basalte. Celui qu'il avait appris à contourner avec le fauteuil roulant pendant 7 ans, chaque trou mémorisé, et regarda son fils. Diego contemplait la cathédrale au loin, la pierre de Cantera rose dans le soleil de midi, les 2 clochers culminant à 63 mètres, qui de près font se sentir à la fois tout petit et très présent. « Papa, dis-moi, je veux retourner travailler à l'atelier. » Rogerio resta silencieux une seconde. « Tu es encore en rééducation. Je peux travailler assis à la partie administrative pendant que je me remets. » Une pause. « Je finis le cours en ligne. J'en sais déjà plus en mécanique que tu ne l'imagines. »
Rogerio laissa échapper un son qui était moitié rire, moitié soupir, ce mélange spécifique qui n'apparaît que quand on est heureux d'une façon qu'on n'aurait jamais cru possible à ce moment-là. Tu sais que tu vas me disputer chaque fois que je ferai une erreur sur un moteur. Certainement. Il va falloir te payer un salaire. Conséquent. Rogerio secoua la tête. Puis, il posa la main sur l'épaule de son fils. Pas comme soutien, pas comme guide, juste comme présence. Alors allons-y. Et les deux partirent sur le trottoir de basalte de Morelia en direction de la voiture, au rythme qui était le leur. Le fils avec sa canne, le père à ses côtés, la cathédrale rose derrière eux et le soleil de midi devant. Là où le soleil se trouve d'habitude quand une histoire arrive enfin là où elle devait. Il y a une chose que je dois dire avant de terminer. Pas comme leçon de développement personnel, comme quelqu'un qui est resté avec vous tout au long de cette histoire et ne peut pas en sortir sans dire ce qu'il ressent. Rogerio n'était pas un homme négligent. C'était un homme qui aimait trop pour soupçonner. Et certains entendront cette histoire en pensant « Comment a-t-il pu ne pas voir ?» Mais celui qui a déjà aimé pour de vrai connaît la réponse. Quand on aime quelqu'un de toutes ses forces, il arrive un point où l'on cesse de remarquer les détails, parce qu'on est trop occupé à porter tout le poids. Et c'est précisément là, dans cet angle mort que le grand amour crée, que certaines personnes trouvent l'espace pour opérer. Diego sentait ses jambes. Pendant 7 ans, son corps essayait de dire la vérité. Et chaque fois qu'il essayait, quelqu'un à côté éteignait le signal. Et appelait cela un mensonge du cerveau. Combien d'entre vous ont déjà ressenti quelque chose? Une intuition, un malaise, une certitude qui n'avait pas encore de mots. Et quelqu'un à côté a dit que vous exagériez, que vous inventiez, que le problème venait de vous et non de la situation. Prêtez attention à cette question. Je ne parle pas seulement de fils et de mère. Je parle de toute relation où quelqu'un détient un pouvoir sur ce que vous croyez de vous-même. Faites confiance à ce que vous ressentez. Pas aveuglément, pas sans vérifier, mais suffisamment pour poser la question à voix haute, pour chercher un deuxième avis, pour ne pas accepter « c'est ton imagination » comme réponse définitive de la part de quelqu'un qui devrait souhaiter votre bien-être. Et pour ceux qui sont comme Rogerio, ceux qui prennent soin, qui sacrifient, qui sont toujours présents, une dernière chose. La présence n'est pas la même chose que l'attention. Rogerio était là chaque jour, mais il avait cessé de vraiment poser les questions. Il avait cessé d'écouter entre les lignes. La routine avait transformé l'amour en pilote automatique. Et en pilote automatique, on exécute. Mais on ne voit pas. Posez des vraies questions à vos enfants, à vos parents, à ceux que vous aimez. Pas le « ça va » dont la réponse est déjà attendue, mais le genre de question qui laisse l'espace pour que la vraie réponse apparaisse. Parfois, c'est cette question simple, posée avec une attention réelle, qui ouvre la porte restée fermée depuis des années. Si cette histoire vous a touché et qu'elle a laissé quelque chose en vous, dites-le nous en commentaire. Un seul mot suffit. Et dites-nous depuis quelle ville vous regardez. Vous n'imaginez pas à quel point c'est important pour nous. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Il y a beaucoup d'histoires qui vous attendent. Et comme toujours, chaque seconde en vaudra la peine. On se retrouve à la prochaine.